Bonjour, ici Martin Dagenet, Hélène Pilote-Fortin, Ariane Lavoie, Simon Castonguay et Julie Lesage. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, la digestion, c'est le nerf de la guerre en épreuve d'endurance, puis parfois, c'est difficile d'ingérer toutes les calories qu'on a besoin en aliments solides. C'est là que le Drink Mix Ultra Énergie de NAC entre en jeu. Ça vient en poudre qui se dissout dans l'eau, directement dans vos flasques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que votre rythme de course vient continuer à brasser le contenu des flasques pour mélanger la poudre pendant votre épreuve. Mais ça, c'est un avantage un peu niaiseux qui vient de moi et que NAC vous dira pas. Blague à part. Pour 500 ml d'eau, ça vous amène 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines complètes, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. C'est-tu pas beau ça? Ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé, question de changer le mal de place pendant les longs efforts. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et tu peux même acheter des petits paquets de dégustation pour tester avant d'acheter le gros sac. Puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 194e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je commence ça en solo, mais vous allez voir, ça va pas durer longtemps parce que c'est un épisode spécial où j'ai 5 invités qui vont se joindre à moi tour à tour pour jaser du trail, la clinique du coureur qui approche vraiment rapidement, c'est très bientôt. En fait, j'avais le goût de faire cet épisode-là parce que ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, ceux qui m'entendent, je parle souvent de cet événement-là, je parle souvent de ces sentiers-là. Pour moi, le lac Beauport, les sentiers qui sont dans les montagnes autour, c'est des sentiers extrêmement techniques, extrêmement magnifiques avec des points de vue à couper le souffle. Puis, ben moi, je suis sûr que je vais être un peu chauvin, c'est mon terrain de jeu, j'habite juste à côté. De chez moi, je pars puis je connecte avec ces sentiers-là. Fait que cet événement-là, ces sentiers-là, ce territoire-là a une place spéciale dans mon cœur. Puis, je suis un très grand fan de l'organisation de la clinique du coureur. Blaise, Isabelle et toute l'équipe, c'est des gens que j'adore. C'est des gens qui font beaucoup pour notre communauté. Sachez que les trails de la clinique du coureur, ils sont accessibles à l'année, sont balisés pour la plupart des sections en fait. À l'année, les petits bonhommes bleus sur les arbres, on les suit puis on peut faire le 5, le 10, le 30, le 50 même en autonomie solo. Donc, ce que la clinique du coureur font pour la communauté trail de la région de Québec, c'est immense. Puis, j'avais le goût de faire un épisode où on plonge à fond dans cet épisode-là. Vous allez voir, je l'explique un peu plus tard avec un de mes invités, mais j'ai participé à toutes les éditions depuis 2019. J'ai fait 2 fois le 50 km, 2 fois le 30 km, en plus d'avoir fait le 5, le 10, le 20, le 30 et même le 50 à plusieurs reprises en solo, en entraînement. Mais j'y ai participé à toutes les éditions depuis 2019, puis cette année, pour un concours de circonstances d'horaire, je pourrais pas y être, fait que c'est un peu ma façon d'y participer encore cette année pour l'édition 2024, mais d'une autre façon, avec le micro, en amont, en allant rencontrer des gens qui se préparent pour se lancer sur l'une des distances. J'ai choisi 5 personnes aux parcours différents, aux objectifs différents, puis je pense que c'est ce qui va rendre l'épisode intéressant, c'est ce qui moi me motive à faire cet épisode-là, c'est d'aller chercher des gens des différents horizons qui approchent cette course-là nécessairement de manière différente, puis de donner plein de clés, plein d'outils pour les gens qui écoutent, puis qui vous allez vous reconnaître, c'est sûr, dans l'une ou l'autre de ces histoires-là. Puis on parle de plein de sujets qui sont récurrents d'une discussion à l'autre, mais qui peuvent certainement vous outiller si vous vous préparez à faire le trail de la clinique du coureur cette année ou dans le futur, ou si vous préparez un défi comme ça en début de saison. Donc, je vous l'avais dit, j'allais pas rester en solo longtemps. On se lance dans 5 courtes entrevues, un format nouveau que j'essaye, 5 petites entrevues bout à bout qui donnent un épisode d'une durée
bien normal, comme ce que vous êtes habitué avec Pas sorti du bois. Ce qui est le fun, c'est que ça a été enregistré dans plein de contextes différents. Donc, il y a 3 entrevues qui ont été faites à distance et 2 qui ont été faites au Noctem pendant la soirée de lancement de la bière Pas sorti du bois. Donc, il y avait 2 invités qui étaient disponibles à ce moment-là. Je leur ai dit, venez-vous-en, venez au lancement, on va enregistrer votre courte entrevue à ce moment-là. Donc, vous allez voir plein de niveaux de qualité, plein de contextes différents pour ces entrevues-là, mais c'est ce qui fait la belle diversité de l'épisode. Donc, sans plus tarder, voici un invité que j'ai déjà reçu sur le podcast et 4 nouveaux invités. Sans plus tarder, dans l'ordre, voici Martin Dagenet, Hélène Pilote-Fortin, Ariane Lavoie, Julie Lesage et le directeur de course de la Clinique du coureur, Simon Castonguay. Bon épisode tout le monde. Martin Dagenet, jamais 203, 3e passage à Pas sorti du bois, re-bienvenue. Ben, merci encore de l'invitation. Écoute, quand j'ai réfléchi à ce concept-là de parler de la trail de la Clinique du coureur avec des athlètes qui l'ont fait, ton nom est rapidement venu en tête parce que t'es un gars qui habite pas loin du parcours, qui s'entraîne sur le parcours, qui a participé aux 4-5 dernières éditions, qui a très bien fait à ces éditions-là. Je me suis dit, OK, Martin, c'est la personne tout indiquée pour être parmi le panel de coureurs qui viennent jaser de la course. C'est notre expert terrain en la matière parce que tu le connais bien. Hein. Ben, je commence à le connaître là, tranquillement. Ça fait, comme tu dis, plusieurs années que je le fais. Puis, je pense que je me trouve pas clairement spécialiste des racines et des roches et des terrains techniques dans mon coin au lac Beauport. Là, fait que, puis en plus, c'est un parcours qui, même si ça se ressemble beaucoup, parce que tu es dans le trail du début jusqu'à la fin, il y a quand même des particularités du début jusqu'à la fin. Là, fait que ça rend ce parcours-là assez unique. C'est un privilège que j'ai de pouvoir habiter autour du lac Beauport puis pouvoir en profiter à longueur d'année. C'est un parcours qui est magnifique parce qu'il est diversifié, puis il n'y a pas de section qu'on pourrait dire facile. C'est rare en trail que tu te dis, OK, ce bout-là est facile, mais chaque course a un peu des moments où tu te dis, OK, ici, je peux prendre mon souffle, ou ici, je peux ouvrir un peu plus la machine puis courir sans me casser la tête. Là, parce que c'est de mon impression, toi, je sais pas ce que tu en penses, mais ce 50 kilos-là, ou même le 30, ces 2 boucles-là autour du lac, il n'y a pas beaucoup de portions faciles, là. Ben, tu me dis ça, puis je suis en train d'analyser le parcours, puis c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de partie où tu peux dire, hey, j'ouvre un peu les hanches, puis j'ai des kilomètres, admettons, à 4 minutes, même en bas de 4 minutes, même si c'est un excellent coureur, c'est un peu impossible. Là. Il y a des sections, juste avant la traverse de Laval, tu as un peu de route, mais t'en as pour 200 mètres, Ouais, puis généralement, t'en profites pour boire un peu d'eau, puis manger un peu. Là. C'est pas là que t'ouvres, là. Non, exact. Si t'es brillant, puis dans ta stratégie de course, tu vas en profiter pour t'hydrater un peu, puis prendre ça un peu plus relax. Ouais. Mais c'est après vrai, le Sentier du Moulin, je trouve qu'après, quand on rentre dans le Sentier du Moulin, après le Maelstrom, ça devient, entre guillemets, un peu plus roulant comparé à la boucherie qu'il y a eu avant. Mais encore là, c'est pas là, comme tu dis, que tu cours la tête en l'air puis que tu regardes pas où tu mets les pieds puis où tu peux dérouler à ta vitesse parce que de 1, c'est pas si roulant que ça et de 2, t'es brûlé de ta course, t'es rendu au 35-40e kilo. Là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es rendu, tu finis le Maelstrom, tu débarques sur le chemin du Moulin puis t'es rendu au kilomètre 32. Donc, en ayant eu 3 heures, même 4 heures ou 5 heures selon ton rythme de course, fait que t'arrives fatigué. Puis, il faut qu'il t'en reste pour la fin parce que le Mont Écho, c'est cool. Sur le parcours, il y a des sections coup de cœur. Puis ça, c'est ma section coup de cœur à moi. Là. Une fois que tu as passé le pont, tu as comme une petite rivière. Puis là, tu tombes dans les sections. Juste après l'érablière, là, on rentre dans le bois. Puis tu as une montée là, super technique, des cailloux, des racines. Puis il y a comme 2 niveaux à cette montée-là. C'est en randonnée là, pour n'importe qui qui vient de Québec, qui cherche une belle place pour randonner ou même pour courir. Pas trop vite, mais comme qui veut randonner, courir. Super belle section du parcours. Ouais, puis tu sais, ceux qui sont déjà allés au saisonnier faire les parcours balisés à l'année, dont le 5 et le 10 qui sont accessibles dès le stationnement du saisonnier, c'est des belles boucles à faire, à répéter, à faire un combo, le 5, le 10, c'est un peu plus long à faire. Ben là, la fin du 30, la fin du 50 se fait sur cette portion-là du 10 km, mais là, on est dans le sens inverse qui est tout simplement magnifique, fait que c'est vraiment un beau parcours. Si tu pouvais le décrire en un mot, le trail de la Clinique du coureur, le 50 km que tu t'apprêtes à faire cette année, ce serait quoi le mot? Ben, je serais pas original, mais j'ai pas le choix de dire technique. Tous les années que je l'ai fait le parcours jusqu'à présent, j'ai jamais eu de bouette. Tu sais, il a toujours fait beau les journées avant, la journée même. L'année passée, un peu de pluie vers midi, mais les premiers, on avait terminé. C'est pas condescendant quand je le dis, là, c'est juste qu'on était un peu chanceux au niveau d'avoir fini à midi, mais ouais, j'ai pas le choix de dire technique. Je peux même en dire un deuxième. Je vais dire lent. Je vais dire lent. La patience est de mise sur un parcours comme ça.
Je pense que oui. La constance aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu ma force à moi, là, c'est d'être capable d'être constant du début jusqu'à la fin. Puis c'est difficile pour tout le monde, hein. Ouais. Débutant, intermédiaire ou je veux pas dire expert, mais plus avancé, ça reste que on a tous nos moments dans le parcours où on trouve ça plus difficile. Puis qu'on pense à notre fin de course, à notre nutrition durant la course pour essayer de se donner un peu d'énergie pour bien finir. Mais c'est une course où tu dois être constant du début jusqu'à la fin. T'as pas de moment, comme tu as dit, où tu peux juste ouvrir les hanches et te dire hey, ces kilomètres-là, je vais les avaler rapidement. C'est constant du début jusqu'à la fin, à peu près au même rythme. Puis de garder de l'énergie pour la toute fin. Parlant de constance, tes 3 dernières éditions, il y a une certaine constance. 2021, il n'y avait pas le 50, il y avait le 30 en mode pandémie. Donc en 2021, deuxième place sur le 30 derrière Danny Racine. 2022, deuxième place sur le 50 derrière Maxime Leboeuf. Et 2023, deuxième place sur le 50, 6 minutes derrière Danny Racine. Il y a une constance dans cette deuxième marche-là. J'ai l'impression que d'ici quelques années, la Clinique du coureur va peut-être comme imprimer une petite plaquette puis la mettre sur la deuxième marche puis dire ça, c'est pas la médaille d'argent, c'est la médaille d'Agenais. Eh ben, si un jour on me laisse ce privilège-là, puis moi-même qui donne le prix en plus à la deuxième personne. Non, je sais que tu me dis ça en me taquinant, mais Ben, j'espère que tu le prends. Je te taquine parce que de un, c'est très impressionnant cette constance-là. Je veux dire, on blague la deuxième place, t'étais toujours à moins. Écoute, le plus loin que tu as été du podium, de la première place, c'est 6 minutes. Tu as déjà été 46 secondes derrière Danny Racine, 2 minutes derrière Maxime Leboeuf. C'est des performances exceptionnelles. Toujours tout près du premier, mais la constance, moi, m'impressionne parce que un Maxime Leboeuf qui l'a remporté en 2022, l'année passée, une course difficile à abandonner, il y a une constance très impressionnante de ton côté, pour revenir du côté plus sérieux de la constance, de performer année après année à ce niveau-là. Ben, en étant, je vis au Lac-Beauport, ça me donne pas le prétexte de toujours finir deuxième, mais c'est une course que j'aime beaucoup faire. Puis à chaque année, il y a toujours des excellents coureurs qui se présentent. Puis à chaque année, je donne le meilleur de moi-même. Puis jusqu'à présent, ben, je tire quand même mon épingle du jeu, mais pas suffisamment pour finir avec assez de vitesse peut-être pour battre Danny. À chaque fois, on a des fins de course assez épiques. Là. Celle du 30 km, c'était assez intense. Là. Même je pense que Danny va s'en rappeler pour toujours. Là, on fait des blagues sur le Mont Écho où il m'avait dépassé à l'Érablière, puis après ça, dans le Mont Écho, je l'avais redépassé, puis on a fini finalement ensemble quasiment au dernier kilomètre avant la toute fin. Il a réussi à avoir une deuxième vitesse que moi, j'ai pas eu. Puis l'année passée, on dirait que j'étais satisfait. Malgré tout, je suis toujours satisfait à 100% avec cette deuxième place-là. C'est toujours mon objectif, c'est toujours de bien finir, mais bon, chaque année, je réussis à être deuxième. Puis à toujours bien faire malgré tout. Ouais, puis ceux qui te connaissent ceux qui te connaissent dans la vie, mais ceux qui te connaissent aussi parce que t'es passé 2 fois pas sorti du bois, on apprend à te connaître comme athlète, on voit que la performance est au rendez-vous parce que t'es quelqu'un qui s'entraîne très très fort, qui performe très bien, mais ça semble pas être la finalité pour toi. T'es quelqu'un on a entendu, moi, le premier épisode qu'on a fait ensemble, si les gens l'ont pas écouté, ça fait rêver, on parle de voyage, puis la course devient toujours une espèce d'accessoires à ces voyages-là. C'est là que tu fais des événements, mais c'est pas tant le dossard plus que l'expérience de voyage, l'expérience de course, d'aller visiter des coins de pays. Puis on voit que la performance, ça semble secondaire, en tout cas dans ta personnalité. Quand tu arrives sur la ligne de départ comme ça, est-ce qu'il y a une espèce de switch qui s'ouvre? Est-ce qu'il y a un côté compétitif qui embarque? C'est une bonne question. On dirait que certaines personnes vont dire « Hey Martin, c'est sûr que s'il fait des courses, il est compétitif. » Mais moi, je m'analyse puis je me dis toujours que je suis pas si compétitif que ça. Je dors bien avant, ça me stresse pas sur la ligne de départ. Peut-être parce que je viens pas du niveau de l'athlétisme, mais je trouve qu'entre elles, il y a comme une ambiance super le fun, contractée en début de course. Personne qui se prend pour un autre, personne qui se prend la tête. Tout le monde se dit bonne chance sur la ligne de départ. Donc, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, je donne le meilleur de moi-même. Ce que ça fait de moi quelqu'un de compétitif, je pense qu'un peu quand même, mais peu importe le résultat à la fin de la course, je vais être content de mon résultat, puis il peut arriver plein de choses, hein. Sur un 50 km, faut être résilient avec la distance puis ce qui peut arriver. Que des fois ça va bien une journée, des fois ça va moins bien une journée, même si
j'ai déjà performé plusieurs fois, puis j'ai déjà fini plusieurs fois deuxième. Il pourrait arriver cette année un moment où ça va moins bien, puis je finis 10e, là. Puis le résultat dans ma tête va être le même. Je vais être quand même fier, puis je vais pouvoir me dire que il est arrivé ça à moi cette année, puis l'année passée, c'est peut-être arrivé à quelqu'un d'autre aussi. Est-ce que le fait de t'entraîner sur le parcours fait que dans les semaines avant, dans les mois avant, tu vas... les mois, on en reparlera tantôt, ça vient vite après l'hiver, cette course-là, mais disons dans les semaines avant, est-ce que tu analyses des portions du parcours en te mettant en contexte, OK, quand je vais passer ici avec 40 secondes devant Danny Racine, je vais travailler comme ça. Je blague, mais est-ce que tu analyses les portions du parcours en prévision d'essayer des stratégies pendant la course ou en prévision de savoir où relancer, où il y a un petit break où tu peux marcher parce que ça sert à rien de dépenser de l'énergie pour ce petit but-là? As-tu cette analyse-là dans tes entraînements? Ben là, tu vois, mettons, depuis que je suis revenu de Californie, là, tu sais, je suis content, les sentiers commencent à être secs. Fait que j'ai commencé, mettons, là, on est mardi hier à courir en trail, puis je vais faire de la trail, de la clinique du coureur jusqu'à la course, là. Okay. Fait que je vais faire toutes les parties, puis souvent, je vais les découper, mettons, je fais souvent des courses en 10 et 15. Fait que en 5 jours, je vais pouvoir faire l'entièreté du parcours. Puis j'essaie vraiment c'est le fun aussi, là, de pouvoir, j'ai le privilège d'habiter pas trop loin du parcours, soit du début du saisonnier jusqu'à la toute fin. Fait que c'est sûr et certain que je vais toutes les faire. Est-ce que j'ai une stratégie pour chaque section? Ça part toujours vite, cette course-là. Puis à chaque année, je me dis, j'essaie de me modérer un peu. Puis finalement, comme je suis le premier sur la ligne de départ, puis je suis toujours comme dans le top 5 dès le départ. Puis je réussis à garder une certaine constance. Est-ce que là, je réussis à avoir une stratégie? Tu vois, l'année passée, Danny m'avait dépassé dans le Maelstrom. Puis il avait vraiment là eu une deuxième vitesse, il avait ouvert les hanches. Puis, il avait vraiment pris beaucoup de vitesse, puis c'est une allure que clairement il n'aurait pas maintenue jusqu'à la toute fin, mais il a quand même creusé l'écart. Puis j'ai trouvé ça un peu brillant. Puis moi, c'est le genre de stratégie que j'ai tellement pas, là. C'est tant du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment où que je me dis, là, j'accélère. Fait qu'est-ce que par ma constance, puis mon aisance des fois dans les montées, je me distance d'une autre personne peut-être. Mais j'ai pas l'impression que je me dis, hey, à cet endroit-là, là, pendant 5-6 minutes, je brûle une cartouche puis j'y vais à plein gaz. C'est plus je gère mon énergie du début jusqu'à la fin parce que je sais qu'est-ce qui m'attend justement à la moitié de la course, aux 3/4 de la course, puis même au tout début, là. Toi qui connais bien le parcours, qui a fait le 50 plusieurs fois en course ou pas, il y a des gens qui écoutent, qui approchent cette course-là comme étant leur première grande distance, leur premier 50 km, leur premier 30 kg, leur première fois à la clinique du coureur. Ce serait quoi ton conseil pour un coureur, peu importe le niveau? Ben, je pense que pour n'importe quelle course, quelqu'un qui vient faire un peu de repérage pour se donner une idée du parcours, c'est une excellente idée. Fait que moi, pour toutes les courses que j'ai faites, que ce soit en Europe, que ce soit au Québec, j'essaie toujours d'aller faire des sections de la course pour me donner une idée du parcours. Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est roulant? Ça va être quel genre? Est-ce ça se peut qu'il y ait de la boue? Ça peut soit décourager certaines personnes ou motiver d'autres personnes. Dans le cas de la clinique du coureur, c'est ce que tu vois au saisonnier, c'est ce que tu vas voir 2 heures après, même si le saisonnier est quand même peu technique versus le reste. D'aller courir derrière le relais, c'est une excellente idée. D'aller courir à partir du parc de la Gentiane, le stationnement de la plage, puis d'aller voir, de découper les sections, puis d'aller courir dans ce coin-là avant la course. Je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie que tu peux avoir en tant que coureur qui ne l'a jamais fait. Parce que souvent, des fois, les gens qui se lancent un peu dans cette discipline-là, souvent, c'est des coureurs sur route aussi. Fait que la surprise générale, des fois, de ces gens-là, ils se rendent compte que c'est pas du tout le rythme qu'ils ont en généralement sur les plaines. Fait que prends ton auto, ça peut te sécuriser un petit peu. Là. Moi, j'ai des amis qui l'avaient jamais fait, puis ils l'ont fait l'année passée. Puis ils n'ont pas été découragés, mais ont été surpris. Fait que la journée de la course, au moins, tu ajustes ta stratégie en fonction de ce que tu as eu fait dans tes entraînements. Fait que moi, ça serait ça mon petit conseil. Puis ceux qui écoutent, qui vont tenter de profiter du parcours, qui vont le découvrir pour la première fois, c'est quelle section qu'on peut se permettre de s'arrêter puis de profiter du paysage? C'est quoi ton coup de cœur en termes de type de sentier, de point de vue, le moment dans la course où toi, tu te dis, OK, c'est là que ça vaut la peine d'arrêter 30 secondes puis de s'ouvrir les yeux? C'est drôle parce que quand on court, surtout les premiers en avant, je pense qu'on regarde juste nos pieds du début jusqu'à la fin. Puis on pense vraiment pas à regarder le paysage. Mais dans le Maelstrom, là, il y a une petite plateforme qui a été construite, là, puis on fait un petit crochet assez serré. Tu sais de quoi je parle? Exactement de quoi tu parles.
Mais je trouve ça tellement beau, là. Puis en plus, ce matin, je suis passé par là. Je trouve ça commence super bien ma journée. Fait que si à un moment, tu as une vue sur le lac, sur le relais, moi, je trouve ça magnifique, là. Je trouve que c'est dans les plus belles randonnées, en plus, que tu peux faire dans le coin de Québec, là, en termes de paysage, ratio effort, puis qualité de vue, là. Je trouve que c'est vraiment une belle place. Ensuite de ça, le Mont Écho. Quand tu finis le Mont Écho, là, tu as une vue sur... j'allais dire sur l'autoroute, pas juste sur l'autoroute, là. Tu vois, Sur la vallée du lac Beauport, mais il y a aussi l'autoroute à travers ça. Exactement. Mais c'est la forêt à perte de vue. Je trouve ça magnifique. Juste avant la redescente, après ça, il n'y a plus aucun autre point de vue. Moi, je trouve que c'est les deux sections qui valent le plus la peine de prendre un petit moment, une petite gorgée d'eau, un petit gel, puis apprécier la vue. Il y a une section, on me semble, aussi dans le Maelstrom, il y a la plateforme dont tu parles, mais il y a un autre moment où il y a une petite courbe brusque, puis il me semble qu'il y a une ouverture, puis là on voit une section qu'on voit moins quand on joue dans ces trails-là. On a souvent un point de vue sur le lac Beauport, sur les montagnes autour, puis à un moment donné, c'est une vue complètement vers l'autre côté, vers les Laurentides, à perte de vue, Sainte-Brigitte-de-Laval, puis les montagnes, je veux dire, ça se poursuit jusque dans Charlevoix, là, c'est à perte de vue cet endroit-là, les terres du séminaire. Tu vois même le fleuve dans ce coin-là. Ah ouais, c'est magnifique cet endroit-là. Hein. Ouais, c'est très photogénique. Si vous avez votre téléphone, vous pouvez mémoriser le moment avec une petite photo. C'est vrai que c'est magnifique. Comme je te dis, moi, je me sens privilégié. Moi, j'habite là. J'habite sur le Mont-Tourbillon. Fait que tous ces points de vue-là, je les trouve vraiment beaux. Puis si j'avais habité à une place autour du lac, ben en tout cas sur le parcours, je pense que j'habiterais où je suis présentement. Là. La qualité des sentiers, les points de vue, comme j'ai dit tout à l'heure, là, le ratio effort puis point de vue, je me trouve vraiment bien situé. Fait que quand vous rentrez dans le Maelstrom, préparez votre appareil photo, ça va être le moment de prendre des photos. De toute façon, ça avance pas tant vite, fait que tu as le temps d'apprécier le paysage. C'est sûr. Faut que tu regardes aussi où est-ce que tu mets tes pieds. Fait que faut que tu la fasses une fois en off, cette course-là. Avec sans 200, puis une fois avec ton 200, où là, tu regardes un peu plus parce que tu t'en vas. Ouais. C'est un bon conseil. Dernière chose que je voulais te poser, c'est une course qui vient tôt dans la saison, début juin à chaque année. Quand on sait que Québec, des fois on est en retard sur l'Estrie ou d'autres régions, mais tu sais, souvent on commence à pouvoir aller jouer dans le bois début mai. D'autres années, ça s'étire même jusqu'à mi-mai. Comment on se prépare pour une trail technique, montagneuse? Il y a de la côte, il y a de tout ce qu'on a dans nos belles trails québécoises, mais à 2-3 semaines peut-être de préparation vraiment spécifique. Ben, tu as deux options. Si tu t'achètes un billet d'avion, tu t'en vas en Martinique ou dans un endroit qui fait super chaud où tu peux courir, fait que tu sais, descendre au sud. Je pense que c'est justement Julien puis Joanie qui sont allés courir en Virginie. Je pense qu'il n'y avait pas trop de neige. Fait que c'est peut-être une option. Si vraiment tu as du temps puis tu prends ça vraiment, tu vas faire tes devoirs, être super sérieux. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire, sérieusement. Moi, je trouve que, encore une fois, où est-ce que je suis, le Mont-Tourbillon, il y a des chemins d'accès. Il y a des nouveaux chalets locatifs qui sont construits. Fait que ça laisse place à quand même beaucoup de dénivelé sur des sentiers qui sont vraiment pas techniques. Ça, tu peux prendre facilement, faire des bons entraînements en intervalle, puis en dénivelé à cet endroit-là. Mais là, c'est ça. Ça te reste quand même un mois avant la course. Là. Présentement, là, moi, j'analyse un peu les sections du parcours. Même si je les connais, je m'amuse à courir dans le coin du Saisonnier, dans le coin du Maelstrom. Puis le Maelstrom, généralement, c'est le dernier endroit là où il y a encore de la neige puis c'est super boiteux. Ouais. Fait que, présentement, il y en a encore un peu, mais sinon, début mai, là, dans le coin du Saisonnier, je pense que les personnes peuvent aller s'entraîner là présentement puis commencer à avoir les bons petits réflexes. Des fois, en début d'année, tu regardes plus devant toi puis tu regardes pas tes pieds. Là, il faut que t'aies une coordination qui s'installe puis que faut que ton corps se remémore un peu cet apprentissage-là que tu as déjà fait, là, de courir avec une foulée qui est un peu différente, un peu plus légère. Je pense que ça vaut la peine de venir au moins un mois d'avance puis se préparer mentalement ce genre de terrain-là. Pratiquer le petit lousse dans les chevilles, hein. Tu sais, me semble, en début de saison, quand on retourne dans les trails, c'est plus dur ces chevilles parce que c'est des muscles qui ont peut-être moins travaillé ou ils ont travaillé différemment dans l'hiver. Tu sais, le fameux muscle que quand tu vires pas ta cheville, là, c'est pas une blessure, mais tu sais, quand ça vire un peu sur des racines, sur des roches, les premières journées, les premières fois, tu le sens le lendemain, c'est un peu raide, puis à un moment donné, la forme de trail se place assez vite, mais faut pas attendre le jour J de la course pour aller jouer dans le bois pour la première fois, là. Non, c'est drôle ce que tu disais parce que je pensais que j'étais peut-être le seul à avoir ce petit bobo-là, cette petite tension-là en début d'année. On dirait que ça part. Moi, c'est juste sur ma cheville gauche, petite tension, puis après ça, tu vois, là, j'en ai plus. Mais je suis content de savoir que tout le monde passe par là. En tout cas, on est deux. Je sais pas si on est tout le monde, mais écrivez-nous. Ah, c'est ça.
Martin, qu'est-ce qu'on te souhaite pour ta trail, la clinique du coureur 2024? Du fun. Ouais. Du fun, pour commencer. Beaucoup de constance. Est-ce que je dirais au niveau de la performance, est-ce que je vais peut-être monter sur la première marche du podium cette année? Qui sait? Mais avant tout, du plaisir. Pour le vrai, là, du fun. Je sais que, tu le sais aussi, là, c'est un gros party, la trail de la clinique du coureur. Le avant, c'est cool. Il y a une belle ambiance. Là, après aussi, chez Blaise. Blaise, à chaque année, il organise ça d'une main de maître. Là, c'est super bien fait. Là, après aussi, chez Blaise, il invite tout le monde. Tu sais, c'est un gros party, puis ça rassemble autant des coureurs amateurs, intermédiaires qu'avancés. Puis tout le monde, on se côtoie à la fin de cette course-là, puis on passe à travers cette épreuve-là, tout le monde ensemble, puis on a des histoires à compter. Là. Fait que je me souhaite encore un beau 24 heures dans le coin du lac Beauport ce week-end-là. Ben, on te souhaite ça, Martin. Merci beaucoup de ton temps. C'est toujours un grand plaisir de jaser. Puis la prochaine fois, on se fait ça en vrai, en présentiel, pour ton futur 4e passage au podcast. Ça va être avec plaisir. Merci, Martin. Hélène Pilote-Fortin, bienvenue à Pas sorti du bois. Hey, merci beaucoup, Yannick. Une grande première. Oui, c'est la première fois. C'est pas la première fois qu'on se jase, mais c'est la première fois sur le podcast. C'est ce qui est le fun. On se côtoie dans la vie à travers les Cute, cette belle gang de coureurs à Québec. Donc, on a partagé plusieurs kilomètres dans les dernières années. Oui, des kilomètres un peu endormis. Oui, c'est ça, parce qu'il faut se rappeler que c'est très, très tôt le matin. Hélène, parle-nous de toi. Ton profil de coureuse, depuis quand tu cours? Qu'est-ce qui t'attire dans le trail, dans les longues distances? Moi, en fait, je suis une ex-cycliste. Fait que les longues distances, j'ai tout le temps aimé ça. Puis, en fait, ce qui m'a attirée vers la course à pied, c'est qu'à un moment donné, j'avais besoin d'un peu plus de défis. Fait que j'ai commencé à courir avec le club de l'Université Laval en cross-country. Puis après ça, j'étais allée un petit peu sur la route, mais je suis revenue assez rapidement là, vers la trail parce que c'est vraiment ça qui m'a attirée à la base. Fait que après ça, maintenant, ce que j'aime, c'est d'aller me promener dans le bois puis me perdre la fin de semaine à travers les racines puis les roches. Là. J'aime se perdre dans le bois. Il n'y a rien de plus trail que ça, de se perdre vraiment bonne volontairement. Ah oui, t'es bonne. Qu'est-ce qui... Tu dis, t'as fait de la course, t'as fait du cross-country, t'as fait de la route, puis là, tu reviens vraiment plus au trail. Qu'est-ce qui fait que le trail est au sommet de tes disciplines de course? Qu'est-ce que t'aimes le plus là-dedans? Je pense que, étant donné qu'il faut que tu sois concentré puis que tu as des obstacles en tant que tel, ben c'est ce qui te fait décrocher le plus rapidement. Puis, c'est aussi ce qui me permet de jouer. Parce que je pense que ce qui est au cœur de tous mes sports en général, c'est que j'aime ça m'amuser puis j'aime ça jouer. Puis quand il y a des obstacles, puis j'ai tout le temps l'impression de faire des casse-têtes ou bien de jouer avec mes pieds, de regarder un peu partout. Puis aussi, l'autre notion, c'est que avec ma famille, on a toujours été très plein air. Puis on faisait beaucoup de rando, de camping, etc. Fait que j'ai tout le temps appris à faire ça, là, m'évader la fin de semaine dans le bois. Fait que c'est comme si je revenais aux sources un peu, là. Très cool. Ceux qui suivent un peu le cyclisme dans la vie, qui voient ton nom de famille, est-ce que tu peux nous parler de ta sœur un peu, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, ma sœur a été très longtemps là, cycliste professionnelle. Puis l'année dernière, elle a pris sa retraite, puis elle a commencé à courir un petit peu. Puis c'est ça, fait que ma sœur, elle a continué en fait dans le cyclisme, elle a déménagé en Europe. Ça va faire maintenant près de 8 ans qu'elle est là-bas. Son conjoint aussi fait du vélo de route, puis là, elle avait accédé là, aux plus grosses équipes. Là. Elle était sur le circuit World Tour. Puis elle a fait plusieurs courses, là, dont le Tour de France l'année passée. Fait que ce petit nom-là, des fois, il pop pas juste en course à pied. Là. Ben, c'est ça, mais là, si ta sœur se met au trail aussi, en tout cas à la course, ça veut dire que les sœurs Pilote-Fortin sont à l'assaut de la course. Là. Oui. Si elle fait ses traces, je pense qu'elle peut vraiment être bonne, fait qu'il faut faire attention. On a vu beaucoup de cyclistes, en fait, faire une transition, des triathlètes et des cyclistes faire la transition au trail, puis être très performant très rapidement. Là. Oui. Juste à nommer Christian Meyer sur la TBS l'année passée. Moi, je le côtoyais, puis c'était un de mes idoles quand j'étais jeune, parce que il était sur une grosse équipe en Europe, puis il faisait les championnats canadiens à chaque année. Puis souvent, c'était quelqu'un qui performait vraiment beaucoup. Puis il était super bon. Puis lui, juste dans son histoire en tant que tel, c'est un entrepreneur. Il s'est impliqué aussi en partant un café, en partant un resto à Gérone. Puis juste en tant que personne, il est le fun à côtoyer. Puis il est impressionnant. Hein? Ouais, puis il avait un peu surpris tout le monde l'année passée. Tout le monde sauf
ceux qui le connaissaient, parce que je me rappelle avoir parlé avec Sarah Bergeron-Larouche un peu plus tôt, je pense qu'on était en janvier, puis il a gagné la TDS au mois d'août suivant, puis il a commencé à parler de Christian, sa transition vers le trail, puis c'était la première année l'année passée je veux pas dire qu'avant, il le prenait pas sérieusement, mais je pense qu'il continuait de faire d'autres projets. Là, l'année passée, c'est vraiment eu un entraînement spécifique en trail, puis Sarah avait dit « Watch out, il va être écœurant ». Il a remporté la TDS, donc très, très impressionnant. Oui, c'est clair. Revenons à la clinique du coureur. Tu es inscrite cette année. Tu me disais avant qu'on enregistre, ça va être ta première expérience sur l'événement, le trail de la clinique du coureur. Sur quelle distance tu te lances? Je me lance sur le 50, oui. J'ai choisi cette distance-là parce que je vais refaire un 50 à la fin de l'été. J'en ai déjà fait un dans ma carrière de course, mais ça faisait longtemps que j'y avais pas touché à cette distance-là. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cet événement-là. Il est vraiment dans notre cours. C'est des terrains sur lesquels on s'entraîne, puis il est tôt en début de saison. Puis moi, c'est ça que je recherchais pour qu'il soit comme loin de mon autre événement. Fait que pour avoir le temps de récupérer et tout. Puis j'ai jamais participé à l'événement, je me suis déjà inscrite, mais j'ai pas pu participer malheureusement la dernière fois. Fait que il y avait comme une petite revanche à aller chercher là avec cet événement-là. Ah ben c'est cool. Tu le disais, ça vient tôt dans la saison. C'est une question que je veux poser à tous mes invités que je reçois dans le cadre de cet épisode-là, parce que c'est un défi. Puis je pense peu importe pour qui, que tu vises la première place ou que tu vises de le terminer avec le sourire ou que tu vises le 5 kilos ou le 50 kilos, ça reste qui est tôt. Les trails, en tout cas pour nous dans la région de Québec, ça fait pas si longtemps qu'ils sont accessibles. C'est quoi tes conseils, toi, puis c'est quoi les conseils que toi tu as appliqués pour te préparer à un événement qui vient aussi tôt dans la saison, mais qui requiert quand même un bon volume puis du bon spécifique pour avoir du plaisir là-dedans? Là? Ouais. Ben c'est sûr que c'est tôt dans la saison. Moi, personnellement, je suis une personne qui fait beaucoup de cross-training, là, fait que je fais beaucoup de ski l'hiver. Puis du volume, c'est du volume en tant que tel. Fait que oui, il n'y a pas le stress mécanique sur les jambes qui est vraiment spécifique plus à la course à pied. Fait que, tu sais, mettons, de pouvoir combiner d'aller monter des montagnes en ski, puis de pouvoir courir sur la route, ben ça fait comme un parfait combo pour aller chercher tout le D+, que tu as besoin, puis tout l'aspect technique. Puis après ça, d'aller chercher, mettons, du volume de route avec le choc sur les jambes. Fait que ça a été comme ça que j'ai préconisé cette année. Puis après ça, tu sais, pour aller chercher un peu plus de spécifique, c'est pas nécessairement possible dans les trails dans le bois, sauf que sur des terrains gazonnés ou juste aller jouer dans des côtes, d'aller te faire des petits hill reps, mettons, puis des petites répétitions en montée sur les plaines, par exemple, ou dans des zones qui vont fondre un petit peu plus vite, qui vont être au soleil, ben ça te permet d'aller jouer aussi là, à travers ça, puis de réhabituer, mettons, tes chevilles, tes pieds, puis aussi juste ton cerveau à analyser un terrain. Là. Fait que ça, je dirais que c'est comme mes trucs pour pouvoir aller chercher du spécifique tôt en saison. Puis sinon, mettre beaucoup de côtes en tant que tel dans ces jogs. Tu sais, c'est con, mais aller chercher une ou deux côtes à travers ces jogs, ben ça te permet d'aller chercher un petit peu plus de D+. Tes muscles se préparent tranquillement, puis ça te permet de te préparer sans que ça passe si difficilement. Là. Puis on est chanceux à Québec, on manque pas de côtes. Non, c'est ça. On est bien entouré. Peu importe on est dans quel coin de la ville, on est bien entouré. Ouais. Puis sinon, si on a un peu plus de temps, c'est possible de descendre au sud aussi, puis d'aller chercher un peu des routes de terre, puis des trucs qui ont déjà dégelé. Là. Ah oui, c'est clair. Puis c'est sûr que la technicité des sentiers fait qu'il faut réhabituer nos chevilles, nos jambes, notre corps à ce petit choc-là quand même, des sentiers qui sont très rocailleux, très... J'aime ça que tu le disais, tu sais, de se réhabituer même mentalement à ça, de sauter d'une roche à l'autre, puis pas la mathématique, mais l'espèce de casse-tête dont tu parlais tantôt, de courir en trail, puis qu'est-ce qu'on place le prochain pied, où que je le mets, ben c'est de quoi qui, je veux pas dire qu'il se perd, mais les premières fois qu'on retombe dans du gros technique au mois de mai, juin, on pogne de quoi? Tu te dis, ah oui, c'est vrai, ça existe ça fait longtemps que j'ai vu ça. Là. Ouais, puis tu sais, mettons, si tes yeux sont un peu moins habitués, puis ton cerveau est moins habitué à comprendre ce terrain-là, c'est aussi que tu vas te fatiguer plus vite. Tu sais, il va le faire, là, parce que t'en as déjà fait, puis il va se souvenir, c'est juste que ça va te prendre plus d'énergie en tant que tel. Fait que si tu t'entraînes pour quelque chose qui est un peu plus long, ben c'est sûr qu'en bout de ligne, ça va te gruger plus d'énergie, puis il va falloir que tu manges plus. Fait que c'est pas nécessairement négatif, mais... J'aime ce que je comprends dans ce que tu dis aussi, que tout ce qui doit
être fait en sentier comme préparation peut se faire quand même dernière minute. T'sais, si on a un bon volume pendant l'hiver, si on va chercher du dénivelé positif, du négatif, puis qu'il reste juste à s'habituer un peu aux sentiers techniques, ça prend pas un mois d'acclimatation à nos chevilles, à retrouver un peu leur je sais pas comment dire, leur tonus estival, mais une semaine ou deux avant la course, 3 semaines, 4 semaines, quand on peut, quand les sentiers le permettent, ben, on peut quand même y retourner. Là. Ben, c'est ça. Puis en plus, ça dépend aussi de son approche par rapport à la course. C'est sûr que moi, je veux arriver quand même prête, mais ça reste que c'est un événement sur lequel je veux me réhabituer à faire un 50, sur lequel je me permets de faire des erreurs, je me permets d'apprendre, je me permets de tester des choses. Fait que c'est aussi de se donner un peu de lousse mentale à dire, ben, c'est peut-être pas mon événement A que je vais placer là, à ce moment-là de l'année si jamais tu n'as pas eu la chance de faire tout le spécifique que tu avais besoin. Ah oui, c'est ça. Tu le disais tantôt, c'est un terrain que tu connais, où tu t'entraînes. Tu n'as jamais participé dans le cadre de l'événement, mais c'est des sentiers qui sont accessibles à l'année, qui sont balisés pour la plupart des épreuves à l'année. Y a-tu une section du parcours que tu redoutes ou que tu as hâte ou des moments où tu sais que dans ton 50 km, c'est là qu'il va falloir que soit tu en profites ou que ça va faire mal? Ben c'est sûr que le Maelstrom, c'est toujours une section qui est difficile là, pour tout le monde. Fait que je dirais que ça serait elle que je redoute le plus. Sinon, tout ce qui est Gentillane aussi, personnellement, je trouve que c'est une section qui a beaucoup, beaucoup de racines, puis qui peut être dure à gérer aussi. Là. C'est sûr qu'elle est quand même tôt dans la course, fait que ça devrait être correct, mais je pense que si je m'en sors avec aucune cheville qui a versé, etc., je vais être bien contente. Là. C'est les 2 sections où je vais être un petit peu plus vigilante, je pense. Est-ce que tu es quelqu'un qui prépare ses courses, qui va faire de la visualisation, qui va analyser le parcours ou on y va au feeling? Non, vraiment pas. J'ai pas tendance à visualiser mes courses parce que ça a tendance à me stresser plus que me rendre confiante. En fait, j'aime vraiment ça jouer, puis j'approche une course un peu de cette manière-là aussi. Fait que pour moi, il faut que je me mette dans une espèce d'espace mental où je suis bien, j'ai le goût d'y aller, j'ai le goût de me faire mal, j'ai le goût d'avoir du plaisir avec le monde avec qui je vais être là, j'ai le goût de racer avec les gens que je vais être, etc. Fait que j'essaie pas trop de visualiser des courses puis visualiser des sections. J'aime ça aller voir le parcours à l'avance là, puis pas être surprise nécessairement là, par des sections, sauf que j'essaie de pas me mettre trop de pression, puis j'essaie de y aller un peu avec le flow, là, parce que c'est ça qui fait que c'est les conditions parfaites pour que j'aie du fun puis que je performe. OK. Puis est-ce que tu es quelqu'un de compétitif? Je suis compétitive, oui. Mais il faut pas que je m'en fasse trop, en fait, justement, parce que sinon, ça me brime. Fait que, oui, je suis compétitive par rapport à moi-même, mais je suis plus compétitive quand quelqu'un me suit que quand je suis quelqu'un. J'ai pas nécessairement faim pour aller rattraper les gens, mais s'il y a quelqu'un derrière moi, il y a aucune chance qu'il va me passer. C'est bon, j'aime ça comme stratégie. Ouais. Tu le disais, c'est un 50 que tu mets en début de saison en préparation ou en tout cas pour se remettre cette distance-là dans les jambes en vue d'un autre. Ouais. Est-ce que tu as le droit de nous révéler c'est quoi l'autre? Ah oui, tout à fait. On va, en fait, je vais au Squamish 50, wow. 50 kilos, en Colombie-Britannique, qui a lieu à la mi-août. Fait que je vais aller participer à ça dans des montagnes un petit peu plus hautes que les nôtres, là. Ouais, c'est ça. C'est mon Très petit cool, projet pour l'été, là. C'est un événement qu'à chaque année, on voit des Québécois qui s'y rendent pour faire soit le 50K, soit le 50 000 ou certains le 50-50. Ceux qui connaissent pas l'événement, il existe cette compétition-là qui est le combo des deux. Donc, c'est très cool, c'est un beau projet. Oui, j'ai vraiment hâte. Puis il y a beaucoup de Québécois aussi qui vont être là, fait que je pense que ça va être vraiment le fun, là. Il y a Mélodie, Sam, Jean-François qui le font aussi. Je pense qu'il y a Christian aussi. Fait que je connais quand même une couple de personnes qui y vont, là, fait que ça devrait être vraiment le fun aussi, juste avec la gang, là. Une autre fin de semaine qu'il faut suivre nos Québécois qui sont ailleurs en train de faire des courses. Cette temps-ci, on dirait que ça commence vraiment. Là, chaque fin de semaine, il y a une course internationale, puis là, on suit nos Québécois qui sont là, mais là, rendu au mois d'août, cette fin de semaine-là, en plus, ça va être l'UTCC aussi. Fait que ça va être un gros week-end, là. Il va y avoir du monde sur le nouveau 160, du monde sur le 88, je pense, 80. Puis il va y avoir du monde aussi là, à Squamish qui vont soit être sur le 50-50 ou sur le 50K. Fait que ça devrait être vraiment le fun, en fait. Ça, c'est la belle période de la saison. Quand on sait plus où donner de la tête, il faut essayer de tout suivre, mais c'est un beau problème. Oui, exact.
En terminant, t'as jamais participé à l'événement, mais tu connais les sentiers. Si t'avais à décrire la trail de la clinique du coureur en un mot, ce serait lequel que tu choisirais? Je dirais en un mot, racine. Racine. Racine, mais partez de racine. Ça, je dirais. Party de racine, j'aime ça. Oui. Il devrait utiliser ça, la clinique du coureur, comme pour parler de l'événement, un party de racine, parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis, il y a des sections, moi, la Gentiane, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette section-là. Oui, il y a énormément de racines, tu le disais tantôt, mais même quand c'est sec, quand ça fait quelques jours qu'il n'y a pas plu, il y a une espèce d'humidité dans cette section-là, je sais pas c'est quoi. Tu sais, il y a des sections qu'on connaît toutes, des sentiers qu'on est habitué de prendre, qui, après une couple de jours, après la pluie, c'est sec, puis même si c'est rocheux, même si c'est racineux, tu te laisses aller. Mais la Gentiane, les gens allaient voir la section du parcours si vous connaissez pas, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais c'est toujours plus humide qu'ailleurs. Fait que, tu sais, la course est tôt en juin, il y a des années que c'est assez étouffant comme chaleur, mais c'est plus humide dans cette section-là. Je sais pas qu'est-ce qui explique ça. Il doit y avoir des gens qui sont plus connaissants que moi là-dedans qui pourraient l'expliquer en termes de feuillage, en termes d'ombre. Il y a des poches d'humidité, puis les racines sont glissantes 7 jours sur 7, peu importe la température. C'est vrai que comme tu as l'impression de marcher sur des œufs dans cette section-là, là, il faut vraiment pas que tu mettes trop de poids sur tes pieds, sinon ça glisse. Puis ça doit être à cause qu'il y a plus de feuillus, là, ça doit retenir l'humidité. Puis peut-être c'est vraiment que très aussi feuillu, c'est vert, c'est magnifique comme section là. Ouais, c'est peut-être l'orientation par rapport au soleil aussi qui fait que ça sèche comme moins bien. Mais c'est une section super le fun, tu sais, puis elle est tellement accessible aussi pour pouvoir aller s'entraîner là. Elle est à côté. T'as pas besoin de faire 15 kilos dans le bois pour pouvoir te rendre là. Fait que c'est quoi qui est super le fun pour aller s'entraîner, d'aller jouer avec ton jeu de pied, puis être un peu aussi en devers. Il y a des sections qui peuvent être un petit peu plus pitch. Fait que non, moi, c'est vraiment une section que j'apprécie beaucoup puis il est le fun à faire. Ouais, vraiment. Hélène, merci beaucoup d'être venue jaser du trail de la clinique du coureur. On va souhaiter la course à la hauteur de tes attentes, puis amuse-toi. Je pense qu'on l'a compris dans ce que tu nous as raconté. Tu es là pour aller t'amuser, pour aller jouer dans le bois. Pas te perdre. Du coup, là, on te souhaite pas de te perdre. Non. Je suis allée reconnaître un peu le parcours aussi pour pas me perdre. Puis sinon, d'habitude, c'est quand même bien flagué. Quand même. Fait que c'est ça. Puis puis je souhaite bonne chance à tout le monde qui participe. Puis je suis sûre qu'on va avoir plein de fun cette fin de semaine-là. Yes, amusez-vous. Merci beaucoup, Hélène, de ton temps. Merci à vous. Ariane Lavoie, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vais juste ajouter ton micro comme ça. On est vraiment sorti du bois parce que là, d'habitude, pas sorti du bois. Bon, un environnement contrôlé, soit chez nous comme certains invités qui sont ici, soit par Zoom. Là, on est au Noctem, devant le public. Je le sais, c'est quand même stressant de partir ça devant tout le monde, mais ça va bien aller. On est juste là pour jaser de trail. Okay. Donc, Ariane, j'ai su entre les branches que tu allais faire ta plus longue distance à vie au trail de la clinique du coureur. Oui, c'est bien ça. À date, ma plus longue distance, c'est un demi-marathon sur route. Sur route. Ouais. Côté trail, ça ressemble quoi comme expérience? J'ai fait la trail du Grand-Duc à l'automne dernier. J'ai fait le 18 km. C'était ma première expérience en trail. Donc ça va officiellement être ma deuxième expérience. Puis comment ça s'était passé au Grand-Duc? Quand même assez bien. La température était pas idéale. Non, il faisait froid, il pleuvait. Puis c'était comme à la fin de l'automne, j'étais de retour d'une blessure. Mais compte tenu de tout ça, ça s'est vraiment bien passé. Je suis vraiment satisfaite de ma course. Est-ce que t'as-tu senti que tu as eu la piqûre à ce moment-là? Oui, quand même. Moi, je suis vraiment une habituée de la course sur route. Donc, c'était vraiment comme un nouveau monde pour moi. J'avais déjà fait des randonnées pédestres auparavant. Mais ça m'a vraiment donné le goût de poursuivre la course en trail, mais de aussi continuer la route. OK, fait que tu continues deux en parallèle. Oui. Est-ce que dans tes entraînements quotidiens, dans ce que tu fais pour te préparer, t'as adapté ta préparation pour le Grand-Duc et là pour la clinique du coureur? Au moment du Grand-Duc, pas vraiment, parce que comme j'ai dit, j'étais de retour d'une blessure. Là, j'avais subi une fracture de stress suite à mon premier demi-marathon, donc j'ai été quand même longtemps sans courir. Fait que j'ai recommencé la course peut-être 1 mois avant. Je sais que c'était pas très recommandable. Il y a personne qui écoute ou qui est dans la salle ici qui est comme « Ah oui, moi j'ai jamais fait d'erreur » ou de choix audacieux. Hein? Je pense qu'on en a tous fait un peu. Fait que j'avais surtout fait un petit entraînement sur route avant. Là, pour l'instant, là, j'ai fait mon premier demi-marathon de la saison à Lévis au mois de mai. Donc, c'est sûr que mon entraînement était beaucoup basé sur ça. Puis, j'habite en ville, j'habite à Charlesbourg, donc c'est sûr que je peux pas vraiment
faire de la trail régulièrement, mais j'ai la chance d'habiter dans un quartier où il y a beaucoup de coach. OK. Donc, ça me permet de quand même pratiquer ça à ce niveau-là. Puis, je fais aussi quand même pas mal de vélo. Donc, OK. Pour ta deuxième expérience en trail, pourquoi tu as choisi cet événement-là? parce qu'il y a pas tant d'événements en début de saison versus à l'automne. Je fais une petite distance au QMT, mais dans le fond, mon objectif principal de la saison, c'est le marathon de Québec. OK. Donc, je trouvais que les autres événements de trail étaient trop proches de ça et je voulais pas risquer une autre blessure. Donc, je me suis dit, c'est proche de chez moi, puis c'est quand même tôt en saison, puis je suis disponible, donc pourquoi pas l'essayer. Est-ce que t'as osé aller voir le parcours un peu, certaines sections, ou tu te lances dans le vide? Dans le vide. J'ai regardé des photos, mais c'est mieux. À part ça. Simon n'a pas fait peur du tout avec le Maelstrom, mais l'avantage sur le 30, c'est qu'on touche pas au Maelstrom. Pas cette section, pas Mordor, mettons, juste le Maelstrom. Mais j'ai regardé le parcours, la carte du parcours, puis j'avais déjà entendu dire que ça, c'était la section difficile, donc j'étais contente de voir qu'il l'avait pas. Je te rassure, moi, l'année passée, j'avais fait le 30, puis l'année d'avant, j'avais fait le 50, puis je me rappelle être passé à la pancarte où il y a une séparation, puis savoir ce qui se passe du côté du 50, puis il m'a juste dit, sais-tu, là, ce matin, je suis très content de tourner à gauche pour suivre la ligne du 30. Je te rassure, je te rassure pas, mais il y a du très technique ailleurs aussi dans le parcours, mais c'est sûr que des fois, pour une première expérience sur cette longue distance-là, c'est éviter le Maelstrom. Tu pourrais aller le tester à un autre moment dans l'été. Hein. Ouais, on va faire ça. Par rapport à la distance, est-ce que, quand tu dis j'ai un 30 km qui s'en vient, est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie en ce moment? Est-ce quelque chose qui te motive? Comment tu vis à l'aube de faire ta plus longue distance à vie? Ça m'effraie pas, mais c'est sûr que c'est quand même... Ça paraît vraiment gros dans ma tête parce que, comme j'ai dit, le plus long que j'ai fait, c'est un demi-marathon. En plus, sur route. Donc, c'est sûr que 30 en trail, c'est vraiment pire. Mais quand j'ai fait le 18 en trail, honnêtement, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Puis, je me disais, est-ce que ça va ressembler à peu près au demi sur route? Puis, finalement, ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Donc, je me dis, je devrais être capable. J'essaye de pas trop me faire peur parce que je me dis, si je me mets à avoir des pensées négatives, non, puis ça ira pas bien, fait que j'aime mieux juste, comme j'ai dit tantôt, me lancer dans le vide puis espérer pour le mieux. C'est la meilleure façon de le faire, puis je pense dans cette optique-là de pas aller reconnaître le parcours puis de se dire découverte le jour J, c'est la meilleure approche, puis tu vas être en mode exploration, tu vas découvrir des nouveaux sentiers à chaque tournant, c'est la meilleure approche à avoir. Est-ce que tu sens que ça a été un défi d'avoir une course qui est si tôt dans la saison? Là, tu dis le marathon de Lévis, la clinique du coureur, avec l'hiver, avec l'entraînement hivernal, est-ce que tu as senti que c'était un défi d'avoir vraiment, pas un défi, mais un challenge de se dire, OK, j'ai 2 courses très tôt dans la saison? Ben oui puis non, parce que c'est ça, je pense que si j'avais pas fait le demi de Lévis, ça me paraîtrait pire, mais là, vu que j'ai déjà fait mon premier demi, ça s'est vraiment bien passé, là, j'ai vraiment, honnêtement, j'ai excellé au-delà de mes attentes. Ah ouais. Je suis pas une creuse rapide, mais comme pour moi, je m'attendais vraiment pas à faire le temps que j'ai fait, donc je pense que, puis j'ai vraiment pas fait une préparation d'un marathon comme j'ai fait l'an dernier parce que je voulais pas risquer de me reblesser. Donc, je suis vraiment allée with the flow, comme on dit. Puis, ça s'est tellement bien passé. Je pense que je suis vraiment rendue une meilleure coureuse. J'ai des meilleures techniques. Donc, le fait d'avoir fait cette préparation-là, je pense que ça me prépare bien à une deuxième course. Puis, c'est 1 mois de distance entre les 2 courses. Donc, puis je me sens vraiment bien là, avec le demi-marathon. Donc, pour moi, je pense que c'était juste un bénéfice d'avoir fait cette première course-là. Cet entraînement-là va m'avoir préparé à la course au mois de juin. Ouais, puis tu vas pouvoir capitaliser sur l'entraînement qui a été fait pour ça. Puis on le voit, il y a beaucoup de coureurs, de coureuses en trail qui en début de saison vont faire le demi de Lévis, qui vont faire le marathon, Boston bientôt aussi quand les gens se qualifient, mais mettons le marathon d'Ottawa, c'est on va voir beaucoup de coureurs de trail dans nos communautés autour faire des gros défis, fait que en hiver ils font une grosse préparation build-up pour ces défis de route-là, puis tu bénéficies de ce que tu as gagné dans ta préparation pour le reste de l'année, là. Trail la clinique du coureur, c'est une course qui est connue pour être difficile, c'est une course qui est connue pour être technique, mais c'est aussi un super moment en communauté. Est-ce que tu avais ressenti ça aussi, au-delà de découvrir le trail au Grand-Duc, de découvrir cet esprit de communauté-là qui est un peu différent de la route? Oui, vraiment. C'est ça m'a... Quand tu cours en sur-route, souvent tu cours toute seule,
Puis justement là à la trail du Grand-Duc, ça m'a permis de courir avec d'autres personnes, de tu sais jaser un peu parce que souvent en route t'as pas le temps là, tu cours. Versus en trail, souvent ben tu vas marcher un peu, donc ça te permet de discuter. Puis l'ambiance à la fin de la course aussi est pas pareille. Ouais. Avec tu sais souvent il y a à manger, la bière et tout, donc c'est sûr que l'ambiance est vraiment différente. Donc oui, ça m'a vraiment donné le goût de poursuivre. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le trail versus courir sur route? Mais je pense que l'ambiance est plus relaxe un peu. En tout cas pour moi, là, comme j'ai dit, je suis vraiment pas une coureuse rapide, donc je me sens moins pressée un peu par le temps, puis je m'autorise un peu plus aussi de prendre le temps d'observer les paysages, de relaxer, de marcher si j'en ai besoin. On dirait que sur route, je sais que des fois il faudrait, mais j'ose pas nécessairement le faire parce que je me dis ben là ça va gâcher mon temps. Si tu regardes plus la montre sur route que sur trail, donc ça permet vraiment de prendre le temps. Ouais. Ben, je pense que tu l'as très bien dit. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour ta course de 30 km dans quelques jours au moment où l'épisode va partir? Et la finir. La finir? C'est vrai, j'ai oublié de te poser, je voulais savoir, d'un point de vue, tu sais, le trail, c'est des durées qui sont plus longues de course, la distance aussi est plus longue, mais un 21 trail versus un 21 route, ça va être plus long. Côté nutrition, comment ça se passe, comment s'est passé ton 18, puis comment tu prépares, si tu prépares ce côté-là de ta préparation? Ben en fait, depuis que j'ai commencé les plus longues distances sur route, je me suis habituée à prendre des gels et tout. Pour mon 18 km, j'ai encore une fois fait une erreur qu'il ne faut pas faire et j'ai testé un nouveau produit le jour de la course. Donc, j'ai eu des maux de ventre. C'est que ça s'est pas super bien passé à ce niveau-là. Mais depuis, j'ai quand même adapté ma stratégie de nutrition. Donc, j'ai quand même 45 minutes, mes gels électrolytes dans mes gourdes. Donc, à ce niveau-là, c'est parce que ça, vu que je cours mon demi-marathon en 2 heures, j'ai le temps de quand même prendre de la nutrition, là, ce que les coureurs plus rapides font pas nécessairement. Donc, c'est un autre fun d'être dans le pack. Moi, c'est pareil. On a le temps de se prévoir des petits snacks puis d'en profiter. Non, mais c'est un avantage quand même. Moi, si j'ai un conseil à te donner, puis je sais pas si Simon va être d'accord, mais le 30, c'est à quel kilomètre la traversée de la traverse de Laval? Ouais, je pense que c'est 14. 14. Tu sais, il y a un ravito juste avant. Prends tout le temps que tu veux là. Non, parce qu'après, ça reste que même si c'est difficile, je veux dire, c'est une bonne côte. Puis je pense que c'est le gros défi. Fait que d'arriver à mi-parcours avec encore des jambes. Première moitié, là, mon conseil pour ceux qui écoutent, qui se préparent pour cette course-là, et pour toi, si tu veux bien le prendre, c'est de prendre ça vraiment très cool la première moitié, parce qu'après ça, la traverse de Laval, c'est un bon point tournant dans la course parce que là t'as une bonne montée, mais après ça c'est des bouts vraiment vraiment le fun. Tu descends jusqu'à la fin, mais c'est sûr que ça grimpe. Parfait, j'en prends note. Mais c'est vraiment le fun, c'est magnifique ce secteur-là. Ariane, merci beaucoup d'être venue à Pas sorti du bois, de t'être prêtée au jeu, de venir parler pour la première fois, je pense, à un podcast devant le public. Dans un podcast de trail, tout ça en même temps, je sais que c'est beaucoup, mais vraiment, si t'as cette approche-là on se lance dans le vide avec le podcast, imagine en trail, ça va vraiment très bien marcher. Merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir. Bon, ben super. On l'applaudit. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé? Parfait. 3 entrevues de fête, 2 à faire. J'espère que vous aimez le concept. Comme d'habitude, on se prend une petite pause pour un message d'un partenaire et l'épisode se poursuit de l'autre côté. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagnon. Aujourd'hui, j'ai goût que tu me parles d'entraînement de maintien. Quand il n'y a pas d'objectif, comment qu'on fait ça? C'est une bonne question. En fait, je vais revenir à la base de l'activité physique chez l'adulte. On veut qu'un adulte de 18 ans et plus bouge au minimum 150 minutes par semaine d'intensité modérée à élevée. Fait que si c'est la course qu'on aime, parce qu'il ne faut pas négliger aussi que la course c'est stressant mécaniquement, on met 150 minutes au minimum de course par semaine à un essoufflement modéré jusqu'à élevé. Fait qu'on fait des sorties dans lesquelles on peut intégrer des intervalles ou dans lesquelles on va se maintenir à un essoufflement de 4 à 6, 7, 8 sur 10, vraiment au plaisir pour avoir le goût de reprendre notre entraînement lorsque ça sera le temps. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue. Julie Lesage, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup pour la belle invitation. Très content de jaser du trail de la Clinique du coureur, une course qui s'en vient vite au moment où on se parle, mais aussi au moment où la diffusion va se faire. Avant qu'on entre dans le vif du sujet de la course,
Parle-nous de toi, de ce qui t'occupe dans la vie, puis un peu comment la course est arrivée à travers tout ça dans ta vie. Mon Dieu, la course, moi j'ai toujours été sportive, j'ai toujours fait du sport qui incluait de la course. Moi je suis une joueuse de soccer à la base là, ça fait plus que 30 ans que je joue au soccer avec un petit peu de course sur route par-ci par-là. Puis après ça, quand j'ai terminé mes longues études, j'ai commencé à faire du sport plus dans le triathlon puis dans la course sur route. Puis c'est vraiment la pandémie qui m'a amenée à la trail. Comme beaucoup de monde, je suis comme arrivée dans la mode de la trail en 2021, là, puis il y avait plus grand-chose, il y avait plus de courses sur route, nos équipes de soccer étaient fermées, les gyms, je les fréquente pas, là, mais surtout nos activités de groupe étaient fermées. Puis la trail, c'était vraiment, c'est ce qui se faisait le mieux, là. Tu vas dans la forêt, t'es capable de garder tes distances, t'es capable d'y aller tout seul. Puis j'ai commencé la trail à ce moment-là. Fait qu'une petite année en 2021, une bonne blessure par la suite qui m'a mis sur le carreau avec, j'ai eu une chirurgie du genou à l'automne 2022. Okay. Donc, j'ai recommencé la course après ça. Début 2023, j'ai recommencé la course entre elles. Puis là, j'étais vraiment motivée. Là, après avoir goûté à une année à pas courir, là vraiment, là, j'avais soif de courir. Là, mon Dieu, pendant mes mois de réhabilitation, là, tout ce que je voulais, c'était courir. Donc, quand j'ai pu réaligner un 10 km de suite, là, c'est là vraiment, là, j'en mangeais. Là. Fait que 2023, j'ai fait vraiment un build-up là, sur toute l'année. Puis vraiment rendu en juillet, août, c'est là que j'ai quand même, j'ai l'impression que j'ai atteint, que j'ai repris ma forme physique, puis que là, j'ai commencé à enchaîner des courses. Puis vraiment, ma fin de saison 2023, j'ai enchaîné beaucoup de courses. J'ai fait 4 courses en l'espace de 2 mois sur la fin 2023. Puis là, c'est là que j'ai vraiment pris ma passion pour la course, là, je dirais, là. Ouais, puis on a vu que cette soif-là de faire des courses, de s'entraîner, de repousser un peu les distances, les limites, ça s'est continué 2024 parce que t'es une des rares qui, là, au moment où on se parle, fin mai, début juin, a déjà plusieurs courses à son actif. En tout cas, t'es allé visiter la belle petite île de Madère. Peux-tu nous parler de ce trip-là, d'aller faire le mute avec une délégation de Québécois? Oui, c'était extraordinaire. C'était pas prévu dans mon planning 2024. C'est ça, la fin 2023 était très occupée. Quand j'ai fini mon programme de course toutes mes courses de 2023, on est parti en voyage de course à l'île de la Réunion. Je suis allée courir là-bas, c'était absolument extraordinaire. Puis en revenant, je me suis dit, bon là, après une grosse année, on va faire ce qui est raisonnable de faire, passer un peu au ski de fond, puis essayer de diminuer le volume un peu, question de ne pas se blesser, puis question de garder la flamme tout le temps. Tu sais, des fois, en faire 12 mois par année, ça m'est pas arrivé encore, mais de pas avoir un épuisement, de pas me tanner de la course finalement. Donc là, moi, je voulais me lancer dans le ski de fond. Puis je suis quand même assez débutante en ski de patin, mais je suis vraiment motivée en ski de patin. Là, j'y vais en ski de patin, puis à chaque fois que j'en fais, je suis visiblement tellement pas l'affaire que je me fais arrêter dans les sentiers pour me faire donner des conseils. Madame, fermez vos jambes un peu. Oh, vous travaillez bien trop fort, vous avez l'air en forme, mais là, vous travaillez beaucoup trop fort. Fait que là, moi, en ski de patin, là, je veux de tout mon corps. Fait que là, mon objectif de cet hiver, c'était vraiment là, d'atteindre un niveau de forme physique, un niveau de style de patin qui me permettrait de faire ce sport-là sans que ça soit une montagne, là, sans qu'après 1 ou 2 kilomètres, je me dise « Oh mon Dieu, je vais jamais me rendre à la fin du temps. » Fait que là, je voulais vraiment travailler ça. Puis, finalement, le plan a un peu changé parce que j'avais quand même le goût de faire la mute, mais moi, j'avais pas eu le mémo que ces courses-là, il faut s'inscrire à la minute près qui s'affiche. Fait que là, la course a été affichée, c'était heure du Portugal. Fait que moi, j'avais mis quand même la date à mon agenda. Donc, moi, heure du Québec, 6 heures plus tard, je tranquillement, pas vite sur mon téléphone, j'essaie de m'inscrire, c'est complet. Là, j'ai comme un peu laissé passer le projet. Puis finalement, j'ai réalisé plus tard qu'avec une certaine Cotitra, ils réservent des places pour les coureurs élites. Puis là, fait que plusieurs mois après, j'ai réussi j'ai fait une application, puis j'ai réussi à avoir ma place pour la mute. Fait que ça, c'était plus janvier, février, dans ces eaux-là. Donc là, quand j'ai eu ma place pour la mute, ben là, mon hiver a pris un autre tournant. Puis malheureusement, l'année prochaine, on me retrouvera avec le même style de ski de patin. Fait que je comprends que le ski de patin, c'est pas autant amélioré que tu l'aurais voulu, mais c'est pour une bonne cause. T'as eu un dossard pour aller courir à Madère.
Exactement. Donc là, mon hiver a pris tout un tournant. Puis j'avais donc là le 27 avril, je courais Madère. Puis j'avais aussi un petit projet qui était un peu différent là, qui était 12 jours avant, qui était le marathon de Boston, qui était quelque chose que j'avais le goût de faire pour vivre l'événement. Donc là, mon hiver, ça a été un peu les 3-4 mois avant de combiner ces deux défis qui ont rien à voir finalement là. 12 heures de course avec 5000 mètres de D+, versus 3 heures le plus vite que tu peux, là. Fait que on a combiné ces deux défis. Comment t'as fait pour combiner l'entraînement en ajoutant à ça la variable hivernale, qui est quand même non négligeable quand on se prépare pour un défi printemps, été qui vient tôt, comme la clinique du coureur, mais comme le Mute. Comment on se prépare au trail dans des conditions qui ressemblent pas tant au trail, et comment on combine à ça de l'entraînement marathon? Moi d'abord, je suis très disciplinée, là, très déterminée, mais surtout très disciplinée parce que moi d'abord, je suis médecin spécialiste, fait que j'ai quand même des gardes de soir, de nuit. Le soir après le travail, je travaille en milieu universitaire, je prépare des présentations, des cours, différents comités. Puis aussi j'ai des jeunes enfants, des petits de 3-5 ans. Donc vraiment c'est vraiment à la minute près, là, mon horaire. Il n'y a pas beaucoup d'émissions de télé qui se font à 7-8 heures le soir dans mon cas. Là. Donc, c'est ça. J'ai vraiment un rythme de vie qui est très discipliné. Donc, de base, ce qui me sauve, là, c'est que moi, je cours pour aller au travail. Là. Je cours pour aller, puis je cours pour revenir. Puis c'est un 10 km aller, 10 km retour. Fait que juste ça, c'est suffisant pour être mon entraînement marathon. Puis, ça, je le fais, là, mis à part en cas extrême, là, je le fais vraiment à tous les jours de la semaine. Une fois de temps en temps, je suis quand même bien organisée j'ai une penderie dans mon bureau. J'ai un petit frigo, j'ai tout le setup. Le fait que de temps en temps, j'amène tous les vêtements, j'amène les déjeuners, les dîners. Puis une fois de temps en temps, quelqu'un passe ou mon chum passe, là, je lui refile toutes les affaires. Sinon, je ramène mes vieux plats dans mon sac de commute. Fait qu'il y a vraiment une organisation. Si un jour j'ai une réunion au Wingard puis je prends la voiture, là, j'amène 2 semaines de stock. Fait que je suis très organisée pour mon commute. Fait que je me disais que pour l'entraînement marathon, ça se faisait quand même bien avec juste le commute, là, juste avec ça de volume, c'était quand même pas si pire. Puis j'ai fait quelques courses, je dirais, c'est pas beaucoup, là, mais 2, 3, 4 longues courses sur route là, pour gagner confiance. Puis quand je fais des intervalles, l'hiver, comme beaucoup de monde, là, j'ai fait sur tapis là, parce que je trouve que les conditions sont difficiles là, pour faire des accélérations en hiver. Donc avec mes enfants, moi je me lève vraiment très tôt là, le matin, là, dans les 4-5 heures là, pour faire mes intervalles le matin ou pour faire du spinning dans le sous-sol avant que tout ce beau monde-là se lève, parce que la course, c'est beau, mais tu le sais, là, avec des jeunes enfants, là, les premières années de vie de nos enfants, là, c'est les années où on va passer le plus de temps avec eux. Puis c'est les années où on est leur monde. Moi, je suis comme la personne la plus importante avec leur père, là, mais aux yeux de mes enfants, là, je suis la personne la plus importante à leurs yeux. Fait que c'est beau l'entraînement, mais ça vaut vraiment tous les efforts pour les faire le moins possible sur les heures où ils sont réveillés, ils sont là. Ça vaut se lever tôt juste pour après ça être là quand eux se lèvent. C'est une bonne façon de consigner un peu tout ça, mais je comprends que c'est une grosse organisation logistique. Ouais. Est-ce qu'en prévision d'une course comme Madère, tu réussis à faire un peu de spécifique, un peu de dénivelé? Parce que je comprends, le commute, c'est la meilleure chose pour cumuler du volume, mais à moins de faire 10 fois la Côte-Gilmore à Québec, ça demeure c'est dur d'aller chercher un dénivelé positif qui peut préparer à je regarde un 80 kg de 5000 mètres de dénivelé plus-moins, là. Ouais, mais la fin de semaine, dans le fond, je me suis entraînée pour Madère, là, pas pour Boston, là. Donc là, la fin de semaine, j'ai fait beaucoup de montées et descentes du Mont-Sainte-Anne, des journées de 7-8 Mont-Sainte-Anne. Ça peut avoir l'air vraiment plate, mais c'est comme tout en course, quand on se mène pour faire une telle distance, là, surtout quand on est entouré des amis, quand on a des bons snacks, quand on se fait un petit ravito, ça passe quand même assez bien. 3 Mont-Sainte-Anne, tu peux te dire à la fin, mon Dieu, j'en aurais tellement pas fait un 4e, je suis écœurée. Mais quand tu dis aujourd'hui, je pars pour 8 heures de Mont-Sainte-Anne,
tu as ça dans la tête, puis ça passe quand même bien. Fait que le Mont-Sainte-Anne, c'est un super terrain de jeu parce que le Sentier des Pionniers, là, il est beau 12 mois par année. Là, Ben oui. vert, là, c'est une super place. Fait que toutes les fins de semaine, j'ai fait des Mont-Sainte-Anne, des Mont-Sainte-Anne, des Mont-Sainte-Anne. Puis l'autre journée de fin de semaine, souvent, soit je me lève très, très tôt, justement, pour faire ça le plus possible avant que mes enfants se lèvent. Ou s'ils font... quand ils ont une activité, s'ils font du ski, ben là, j'en profite, là, je maximise ce temps-là. Puis j'ai fait quand même à chaque fin de semaine, presque, là, mis à part quand je suis de garde, là, des longues courses au Québec qui n'étaient pas juste du dénivelé. Puis ça, j'étais quand même surprise de voir comment il y a des beaux sentiers qui se courent en hiver au Québec. Sérieusement, le Sentier des Caps, le Parc de la Jacques-Cartier, ça a été mes gros coups de cœur cette année. Puis on a quand même été chanceux parce qu'on a eu un hiver de course, on va se le dire. Là. Ça a été facile de courir pas mal tout l'hiver. Moi, il y avait 2 longues fins de semaine que je m'étais pris dans l'hiver pour m'entraîner, puis je m'étais dit, les sentiers sont ramollis, s'ils défoncent, rendus en mars, je vais être prête à me déplacer puis aller plus aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, m'entraîner. Puis finalement, j'ai pu faire un entraînement hivernal toutes les fins de semaine, puis à chaque fois qu'on sortait, on se disait, mais mon Dieu, on a donc bien été chanceux, les conditions étaient donc bien belles jusqu'à la toute fin. Puis je me suis fait des amis de course là, avec qui je m'entraîne. Là. Marlene Côté que tu connais, Carly, Nicolas. Et c'est comme mon petit groupe de course, puis on se donne un rendez-vous. Fait que tu sais, le samedi matin à 7h, quand il fait -20, là, quand tu as un rendez-vous, c'est tellement plus facile. Puis là, après ça, on est toujours content d'avoir couru ensemble. Fait qu'on a vraiment fait des vraiment belles courses hivernales cet hiver. Fait que ça a quand même bien été. Mais à Madère, je dois dire que c'était la première fois que je courais sur des sentiers. Pas en... Quand je suis arrivée à Madère, j'avais pas une fois couru sur un sentier de terre. Là. Ça s'est pas trop mal passé parce que je voyais une 5e place. Félicitations. Un Merci. solide chrono de 12 heures. 12h03 minutes. Ça a l'air de vraiment s'être bien passé. 12 jours après le marathon de Boston. C'était un gros enchaînement, mais je suppose que là, de voir comment cette combinaison-là d'entraînement de vitesse marathon, d'une course de trail qui est très montagneuse, qui est très relevée, cette combinaison-là, tu dois avoir le couteau entre les dents pour le reste de l'année. Là. Je veux dire, la préparation est optimale. Là. En ce moment, on parle pas d'un début de saison pour toi, là. Ben oui, Madère, j'ai été agréablement surprise. Là. Je suis arrivée... quand même un peu terrorisée par le défi. Je dois dire, j'avais jamais fait quelque chose qui était aussi gros, autant de dénivelé dans les jours avant. Je me disais, mon Dieu, peut-être que je devrais pas me présenter, là, je serais jamais capable de finir, je vais me faire perdre le temps à tout le monde. Oh mon Dieu. Puis finalement, j'ai pris le départ. Moi, je compétitionnais pas contre les autres, là, mais pas pantoute, là. C'était vraiment mon défi à moi-même. Puis je m'étais dit, c'est cette fois-là que je vais voir jusqu'où je peux aller physiquement puis mentalement. Puis, honnêtement, c'est pas arrivé de toute la course. On dirait que c'était ma course du dimanche avec mes amis. J'ai pas été dans le rouge, ça a été plaisant. J'essayais de bien gérer mes énergies. Finalement, là, justement, vu l'ampleur du défi, je savais pas comme jusqu'où je pouvais pousser pour être capable de terminer. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, je gérais mes énergies tout le long. J'ai jamais été dans le rouge. Puis c'est quand même le fun parce que chaque ravito, mon chum m'a ravitaillé tout le long de la course. Puis à chaque ravito, il disait, as-tu mal quelque part? Comment ça va? Puis moi, j'étais, non, ça va super bien, c'est le fun. Puis il me disait qu'il voyait des visages de douleur. Puis moi, j'arrivais gros sourire. Fait que à aucun moment, je me suis dit, c'est vraiment dur. À chaque fois, je me disais, mon Dieu, ça avance donc bien vite, les kilomètres, ça avance donc bien vite, le dénivelé. Fait que c'est la 5e place, je l'ai été comme pas mal tout le long de la course. C'était quand même une surprise, là, quand on me disait ça. 5e, c'était vraiment inattendu. Puis, mis à part une grosse foulure de chevilles au kilomètre 55, qui a bien failli briser ma course, mais ça répète mieux, ça répète pire. Là. Donc, c'est une super belle expérience. Ah, c'est malade. Fait que là, Trail de la clinique du coureur, ça s'en vient vite. Tu as participé au 30 l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année à te lancer sur le 50? Je trouve que c'est une belle course d'entraînement à la clinique du coureur. C'est parfaitement placé dans l'année pour faire un beau build-up. Pour moi, ça va être plus une course entraînement. Là. C'est pas, je veux pas me blesser en faisant trop. Là. J'ai couru lundi Trail Coureur des Bois?
coureur des bois, pardon. J'ai couru le coureur des bois, fait que là, dans 2 semaines, ça va être la clinique du coureur, puis après ça, c'est le QMT, fait que c'est quand même un enchaînement un peu serré. Donc, pour moi, c'est comme plus des courses d'entraînement, mais je trouve que c'est tellement parfait parce que c'est une grosse, c'est super technique, puis ça prépare bien pour le QMT qui est assez technique. Puis, ben, c'est tellement des gens sympathiques, tu sais, Blaise, Isabelle, l'organisation, tu sais, c'est tellement du bon monde. Ils travaillent toute l'année pour garder des beaux sentiers pour tout le monde. Ils font un bel événement, ils sont inclusifs. Il y a des courses pour enfants. Je trouve que c'est derrière, c'est juste à côté de chez nous. Là, moi, je suis à Québec, c'est à Québec aussi. Là, donc, c'est un événement à pas manquer, je pense. Là. C'est un beau rendez-vous de début de saison. Puis comme tu le dis, c'est une belle course entraînement pour ceux et celles qui ont des défis qui peuvent être plus tard dans la saison, de se dire, tant qu'à faire une longue sortie un samedi, un dimanche tout seul, là, je peux la faire dans le cadre d'un événement qui est extrêmement bien organisé, un événement qui a une ambiance, je veux dire, les ravitaux, c'est trippant parce que c'est des groupes de bénévoles, des fois, il y a des jeunes, l'année passée, je me rappelle, il y avait un club de cheerleading, t'arrivais dans un autre ravito, s'il y avait un drum, c'était des jeunes musiciens, tu sais, il y a vraiment une ambiance familiale, communautaire qui est là. T'as du monde qui sont là pour racer parce que c'est une course qui est extrêmement compétitive. T'as du monde qui sont là pour s'entraîner, se préparer pour un prochain défi. Puis t'as surtout du monde qui sont là pour s'amuser, faire un premier défi de début de saison. Fait que tout ça mélangé ensemble, ça fait vraiment une ambiance qui est particulière, qui est vraiment le fun. Exactement, bien d'accord. Toi, tu as déjà fait le 30, c'est des sentiers que tu connais. Oui. Y a-t-il une section du parcours qui en ce moment tu redoutes, que tu dis, OK, ce 50-là, faut que je me garde du jus pour X section? Ben, je pense que c'est la section du Maelstrom qui est la section qui est très difficile. Mais non, j'ai pas commencé à anticiper encore. C'est encore loin. C'est ça, comme quelques jours avant, je vais peut-être un peu plus faire un planning. En fin de semaine, je vais aller courir, aller faire peut-être le 30 là, que j'ai déjà fait pour me préparer un peu avec c'est ça, la section plus difficile qui fait pas partie du 30, là, mais qui va être une belle surprise. Mais on donne ce qu'on peut. Puis, tu sais, je pense pas que je vais faire un planning très, très, très bien organisé. Tu sais, quand t'as du jus, tu le donnes. Quand t'en as plus, t'en as comme un peu moins. Après ça revient. Puis, c'est ça. Pour moi, comme ça va être un entraînement, je pense que je vais donner quand je suis capable, ralentir quand c'est plus difficile. Puis, ça va y aller comme ça. Te respecter finalement. Exactement. On entend souvent dans les courses entraînement, t'as théoriquement, go, c'est une course entraînement, je la place en début de saison. Le but, c'est vraiment faire ma course. Puis, il y a des gens à qui j'ai parlé à travers les années sur le podcast qui ont des fois un petit côté compétitif qui embarque quand c'est une course entraînement, mais là, il y a un dossard, il y a du monde autour. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui répond à ce genre de côté compétitif-là? Oui, malheureusement. Malheureusement. Je m'étais dit ça pour lundi. J'ai pas tout à fait récupéré mes jambes, je vais y aller doucement. Puis finalement, oui, c'est ça. Là, c'est la frénésie. C'est un peu de compétition, mais aussi un peu d'excitation. C'est comme quand tu cours tout seul, il y a vraiment une bonne toune qui passe là, dans ta playlist. Tu cours plus vite, là. C'est un peu. Pas que tu veux battre quelqu'un, ça va un peu comme ça quand les gens t'encouragent, quand t'es sur la ligne de départ, quand t'es sur un départ élite, tu sais, ça donne le goût d'aller plus vite. Puis si tu le donnes pas, ben après ça t'arrives, puis là t'es comme un petit peu déçu si t'as pas donné pleinement ce que t'étais capable de donner. Puis même si j'essaie de rationaliser, de me dire il faut que ça soit des courses d'entraînement, c'est mon loisir, ben ça réussit à me stresser les jours d'avant quand même. Puis ben, ce qui est drôle, c'est que le seul endroit au monde où je suis jamais stressée, c'est quand je cours. Ouais. Le reste de la vie part en courant. Puis je réussis à me stresser pour les courses, mais quand je vais m'entraîner, là, ça part. Quand je commence, ça part. Et, on est mal fait, là, mais... mais oui, là, je me mets un peu de pression, mais c'est ça. Ça fait quand même... beaucoup de courses collées. Là. Je vais peut-être même aller au TP100 après. Donc là, on verra, ça fait quand même beaucoup de courses collées. Fait que le but, c'est aussi de ne pas se blesser pour être en forme pour les plus gros défis plus tard en saison. Là. Ah oui. 2 questions avant qu'on termine. Si quelqu'un qui écoute, qui s'apprête à faire sa première course de trail à la clinique du coureur, une première participation à cet événement-là, ce serait quoi ton conseil? Ma première course de trail à la vie, c'était la clinique du coureur, justement. Ah oui? Oui, vraiment. Et puis, j'ai adoré ça. Ça a été une belle expérience. Ben, tu sais, c'est cliché, là, mais tu sais, c'est vraiment s'amuser.
c'est correct de le faire lentement, à son rythme, de s'arrêter quand il y a un point de vue, de prendre une photo, de jaser avec les gens. Tu sais, le but, c'est de s'amuser. Ça reste notre loisir, ce qu'on fait. Puis plus on s'amuse, plus on a le goût d'en faire, plus on s'améliore, plus on progresse. Fait que je pense que c'est vraiment la clé du succès. Je pense que tu as tout dit. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi comme grand défi? Tu parlais du QMT, après un Madère qui s'est passé aussi bien, avec autant de tu sais, je veux dire, tu l'as raconté, c'est une course parfaite, entre guillemets, à part la cheville, mais ça reste que de se sentir aussi bien, jamais dans le rouge du début à la fin, ça doit te motiver pour la suite. C'est quoi les grands défis qui t'attendent? Les deux plus grands défis de cet été, ça va être le QMT 80, puis le Arcana 125. OK. Autre petite course au travers de ça, là, que selon, je me donne la liberté d'y participer ou pas, selon comment je me sens, là, qui sont le TP100, l'UTFS 50. J'ai probablement aussi, j'ai Whistler aussi en septembre. Puis à l'automne, peut-être une autre course internationale qu'on choisira la destination pour combiner avec un voyage en même temps. Ah ben c'est cool, ça, des beaux gros défis qui s'en viennent. Ouais. Julie, merci beaucoup d'être venue à Pas sorti du bois jaser du trail de la Clinique du Coureur. Jaser de ton début d'année qui a commencé en feu, puis je te le souhaite, ça se poursuive. Je te souhaite aussi de t'amuser sur les sentiers du lac Beauport. Quand ça va avancer lentement dans le Maelstrom, c'est correct, c'est le même pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Faut être patient, puis tu l'as dit, l'important c'est de s'amuser. Merci infiniment, merci pour l'invitation. Bonne course à tout le monde! Ben ouais. Parfait. Simon Gastonguay, t'as un accueil dithyrambique comme ça. On est au Noctem. Tu clôt l'épisode sur le trail de la Clinique du Coureur parce que t'en es le directeur de course. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On a une belle foule avec nous au Noctem. On a une quarantaine de personnes qui sont là pour découvrir la nouvelle bière Pas sorti du bois. On a même un t-shirt. Les gens sont venus en grand nombre. C'est vraiment très cool. Je vois même des anciens invités du podcast un peu partout comme ça. C'est très cool. Simon, merci de venir. Ça fait longtemps qu'on travaille cet épisode-là ensemble. Ça fait au moins 1 an qu'on discute pour couvrir le trail de la Clinique du Coureur. Puis je le disais à d'autres invités de cet épisode-là que vous avez pas entendu, que toi non plus, parce que l'épisode est pas sorti. Puis c'est la première fois en 5 ans que je participe pas au trail de la Clinique du Coureur parce que j'ai d'autres obligations. Mais c'est comme ma façon d'y participer quand même. Fait que je te demande pas de médaille ici, je te rassure. Moi, je vais pouvoir dire que j'ai participé en 2024, juste d'une autre façon. On a reçu 5 athlètes qui vont participer à la course. Des gens de tous les niveaux, des gens qui visent des podiums, des gens qui visent de faire leur plus longue distance à vie, des gens qui visent de s'amuser. Toi, t'es là t'es impliqué avec eux depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé à m'impliquer avec la Clinique du Coureur, ou je devrais plutôt dire trail de la Clinique du Coureur, là, depuis l'année dernière. Okay. Fait que pour l'édition 2023, j'ai commencé à voir c'était quoi les rouages derrière l'événement. Probablement que tout le monde le sait, là, c'était Blaise puis Yves qui organisaient l'événement, mais bon, avec leurs horaires surchargés, la construction de nouveaux chalets, etc., il y avait comme besoin d'un petit coup de main. Donc, c'est ça, j'ai décidé de commencer à m'impliquer depuis l'année dernière, puis depuis cette année, je suis livré à moi-même, si on peut dire. Fait que l'an passé, je comprends que c'était comme une édition transitoire. Exactement. Où t'apprenais les rouages, puis là, cette année, t'es tout seul comme un gars. Exactement, comme un garçon. Là, on approche vraiment beaucoup l'événement. Comment ça se passe, les préparatifs? Ben, ça se passe bien. Écoute, c'est sûr que avec l'année dernière comme test, si je peux dire, là, ça... Je m'y connais un petit peu plus. Ça reste quand même que je commence. Hein, j'apprends toujours. Fait que j'apprends, mais écoute, ça avance bien. Alors, on a hâte, on a vraiment hâte de recevoir tout le monde. On a un record d'inscription cette année. Là. À combien? Je pensais pas plugger ça à toi, là, mais. Brag, vas-y, tu peux le dire, on veut le savoir. C'était ma prochaine question de toute façon. Ouais, ben vois-tu, à chaque année, on a à peu près 1400 inscriptions. Là, cette année, on est rendu à 1500. Très fort. Puis d'habitude ça monte beaucoup dans le mois de mai. Là, on est une des seules courses qu'on ouvre nos portes jusqu'à la journée de l'événement. Fait que dans le mois de mai puis début juin, ça augmente beaucoup. Donc je m'attends probablement autour de 1750, 2000 personnes. Ça devrait être le fun. C'est vraiment le fun. C'est toujours un beau party pour démarrer la saison. C'est dans les premières courses qu'on a. À Québec, dans la région de Québec, on a quand même beaucoup de courses tôt dans la saison. C'est très cool. Il y a le Trail Coureur des Bois qui s'en vient. Au moment de la diffusion de l'épisode, ça va être chose du passé. Mais
la saison commence tôt, puis le trail de la clinique du coureur, c'est toujours un beau moment où, oui, il y a la course, mais l'ambiance après, tu sens vraiment que c'est la saison qui commence, puis le monde jase de la course qui vient de finir, puis des dizaines qui s'en viennent, t'sais. Absolument. Ouais. Je pense que c'est un gros party, on veut que ce soit rassembleur, on veut que ce soit festif, on veut que ce soit familial. C'est un peu pour ça qu'on a aussi des courses pour enfants, puis on a 5 courses pour enfants, 5 courses solo, 5 courses solo finalement, puis en plus une course par équipe. Excusez-moi, je suis vraiment pas habitué de parler au micro. C'est correct, hey, pas de stress. En plus devant une foule là. Mais oui, c'est un beau baptême du podcast de faire ça devant une foule en plus. Ah ouais, ben ouais. C'est simple. J'ai animé, je pense, une fois un genre de party au Saguenay. Là, je sais plus. Sandrine, elle pourrait probablement trouver le nom. Puis ça, je suppose que animer un party au Saguenay, ça reste que ton audience. Pas que notre audience ici est meilleure, mais clairement plus à jeun. Ouais, ça devait clairement moins écouter. Oui, c'est ça. Là, t'as juste comme 60 yeux qui te regardent. Exactement. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, 5 courses pour enfants, 5 courses solo, puis une nouvelle course en équipe, un 50 km à relais pour faire découvrir le 50 km cette année. Là. Ça, c'est très cool. L'idée est venue comment de se dire, cette distance-là, c'est la plus longue de l'événement, c'est un peu la distance phare, en tout cas, c'est celle où il y a beaucoup de compétition, qui est très couverte par les médias du trail. Comment vous êtes dit, OK, go, on va le faire à relais? Ouais, ben tu sais, le 50 km, c'est la distance phare, je pense qu'on se cachera pas, là, c'est la distance phare de l'événement. Puis on s'entend, il est rough, là. Pour ceux-là qui sont déjà allés dans le Maelstrom, là, à main levée, il y en a-tu qui sont déjà allés, là? OK, il y en a combien qui sont sortis de là en ayant vu des fantômes, là, tu sais? J'ai croisé Camille, un moment donné, j'étais en train de souffler comme un malade, puis elle passe, écoute, je pense que, un petit peu plus, je la sortais en civière de là. Là, je veux pas faire de compétition parce qu'on a Jean Fortier qui est sur place, qui est le directeur de course fondateur du QMT, qui, côté technique, c'est dur à battre. Mais moi, je me rappelle l'anecdote, la première année du 50, le nouveau parcours qui va dans le Maelstrom, Blaise craint que la foule et les coureurs tôt le matin dans son micro, puis il dit quelque chose comme, si vous trouvez que la Mistachibo c'est technique, attendez de voir le Maelstrom. Et là, tout le monde fait ceux qui connaissent le personnage Blaise, ça fait partie, je pense, du personnage aussi de mettre un peu d'huile sur le feu puis de faire peur au monde, parce que tu te dis ouais Mistachibo, puis c'est complètement différent comme trail, mais en termes de technicité là, ça se compare, puis c'est vraiment rough comme portion. Ouais. Comme sur le QMT, sur les longues distances, ça vient tard dans la course, fait que t'arrives dans une section hyper technique où t'as plus de jambes déjà. Là. Ouais, c'est assez rough. Puis, en tout cas, moi, peut-être juste pour taquiner les gens, là, mais j'aimerais ça ouvrir le débat, voir c'est lequel qui est le pire. C'est la Mistachibo ou je pense on pourra faire un concours sur dans une story Instagram. Dans tous les cas, je pense que ces deux-là, on peut dire que la région de Québec a les trails les plus techniques. On peut-tu comme être chauvin de même? On a-tu le droit? Hein? On est d'accord? OK, on va se dire ça, puis pour la compétition, je vous laisse parler après. C'est ça. Fait que bref, oui, le 50 à relais, comment c'est venu cette idée-là? Ben, tu sais, vu que c'est la distance forte, tu sais, je me suis dit, ça serait le fun que tout le monde puisse y goûter un petit peu. Tu sais, on s'entend, c'est un peu rough d'aller faire le Maelstrom juste pour aller faire le Maelstrom. Oui, ça se fait, mais tu sais, je me suis dit, c'est un événement qui est festif, on veut que les gens soient ensemble. Pourquoi pas créer une distance en équipe? Ça se voit beaucoup moins au Québec. Tu sais, moi, j'ai déjà vu ça dans des courses à obstacles. J'ai un petit background de courses à obstacles. Fait que, tu sais, des courses à obstacles en équipe, ça existait. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, tu sais, je voulais que les gens puissent découvrir tout le 50 km, tous les sentiers qui entourent Lac-Beauport. C'est une de nos missions de promouvoir la course à pied, puis la course en trail pour le trail. Donc je trouvais que c'était une belle façon de promouvoir finalement ce 50 km là, puis de faire comprendre aux gens pourquoi qu'il est aussi rough. Ouais, si on peut dire. Ben, ça fait bien là, mais oui, puis tu sais, on parle souvent, c'est un sujet qui revient de plus en plus de dire oui les longues distances, mais le trail c'est du 1 au 160 ou peu importe, mais faut, il y en a pour tout le monde, puis il doit pas avoir une pression à faire de la longue distance. Puis je trouve ça le fun de se dire quelqu'un que ça ne l'intéresse pas de faire de l'ultra puis du 50, c'est vraiment très correct, c'est très bon même dans ton temps, dans ta semaine, si t'as pas à t'entraîner pour un 50 ou un 100 ou peu importe. Ouais. Mais de le faire à relais, c'est vraiment trippant. Parce que comme tu dis, tu le fais vivre, puis quelqu'un qui aspire pas à faire le 50 solo peut le faire en équipe. Quelqu'un qui aspire éventuellement à le faire, ben peut aller le découvrir en gang, puis ça va créer clairement un petit sentiment d'esprit d'équipe trippant aussi de faire ça en équipe. Là. Ouais, puis tu sais, ça peut être des équipes de 2, 3 ou 4 personnes. Fait que, ça fait en sorte que s'il y en a qui sont moins habitués à courir, ben ils peuvent le faire en équipe de 4. Ouais. Ou qui préfèrent juste faire des plus petites distances, ils peuvent le faire en équipe de 4, puis
ça va bien, puis sinon en équipe de 2, ben ils se splitent ça comme qu'ils veulent, puis c'est vraiment ouvert là, comme fait qu'il y a pas de règle de à quel endroit tu dois faire tes changements dans les ravitaux. Ouais, techniquement il y a comme certains ravitaux là auxquels on veut faire les changements, mais tu sais tu peux t'arranger pour faire le nombre de kilomètres que tu veux là, tu sais on va quand même avoir une petite surveillance, il faut quand même qu'on soit capable de gérer un peu les coureurs là, mais tu sais c'est pas compétitif, il y a pas de podium pour par après là, du moins pas pour la première édition de 50 km en équipe. On veut vraiment juste que le monde vienne triper à l'événement en gang. C'est une belle option pour du monde qui veut tester de quoi de nouveau là. C'est une question que j'ai posée tout au long de l'épisode. Vous trouvez ça drôle, hein? Quel épisode? Toi aussi, tu le sais pas, mais j'ai posé la question à mes 5 derniers invités. Fatigué de t'écouter. Ah, c'est ça, hein? C'est une question que j'ai posée à tous mes invités sur ce spécial-là. L'entraînement d'une course qui est aussi tôt dans la saison, c'est quand même un défi. J'ai goût de te poser la question. Les défis d'avoir une course aussitôt dans la saison pour une organisation, pour un directeur de course, pour les sentiers qu'on doit emprunter, qui sont ouverts depuis très peu de temps. Mm-hmm. C'est quoi le défi pour vous? Bon, il y en a une couple, là. Il y en a une couple. Ben, tu sais, on va dire, mettons, de 1, là, les autorisations qu'il faut que t'ailles. Nous autres, au niveau municipal, ils donnent juste les autorisations, genre en février, parce qu'il faut que ça passe au conseil municipal. Ils peuvent pas commencer ça avant 2024. Ils nous aident beaucoup, mais tu sais, techniquement, on les a pas avant février. Okay. On peut commencer quand même à ouvrir les valves avant parce qu'on sait qu'on a quand même une bonne relation, là. Mais tu sais, ça, c'est un défi. Sinon, tu sais, là, je suis un peu dedans, là, c'est l'entretien des sentiers. Tu sais, les sentiers de la Knigsborough sont réputés pour être beaux, bien tagués, bien soufflés. Tu sais, je pense que si Blaise pouvait, il l'asphalterait au complet, là, juste pour être sûr que ça... il m'aimera peut-être pas. Finalement, ça serait moins technique, peut-être. Ouais, c'est ça la solution. Hein. Mais, tu sais, ça, c'est de le souffler, c'est de l'entretenir avant l'événement. Là, on est chanceux cette année, tu sais, bon, il y a pas eu beaucoup de neige, fait que ça a fondu rapidement, on a plus de temps pour entretenir les sentiers. Mais tu sais, si on pogne un hiver où est-ce qu'il tombe, on va dire comme un peu en 2018-2019, où est-ce qu'il tombe des bordées après bordées, ça va aller vite là. Surtout tu sais dans le Maelstrom là, la neige reste longtemps. Je viens justement de ressortir d'aller souffler un matin là, puis il y a encore une section avec de la neige là, c'est assez. En 2022, il y avait encore de la neige le jour de la course hein. Ouais, même l'année passée, je pense qu'il y avait un petit spot aussi. Ouais, c'est ça. Peut-être en 2022, j'étais pas là mais c'est fait que tu sais ça c'est clairement un défi en tant qu'organisateur. Avez-vous eu des surprises cette année? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est nos trails québécoises, puis ces trails-là, ils ont des petits ponts de bois par section, il y a des hivers assez intenses qui peuvent faire tomber beaucoup d'arbres. Cette année, ça t'était pas pire côté surprise? Cette année, là, c'est quasiment un bonbon, là. Ah ouais? Comparé à l'année passée. L'année passée, on a eu comme 200 arbres à couper avant l'événement. Là, cette année, parce qu'il y a eu comme 2 tempêtes, là, une le 23 décembre, puis une au printemps. Là, on a eu 0 tempête, fait que... ça nous aide beaucoup à ce niveau-là, surtout besoin de soufflage, mais tu sais, ça reste qu'il y a toujours une coupe d'arbres qui sont tombés pile dans le sentier sur le long. Fait que tu sais, à ce niveau-là, c'est sûr que tu sais, faut mobiliser des équipes, faut recruter des bénévoles. Le recrutement des bénévoles, c'est toujours un défi en soi, mais ça va quand même bien, on a quand même une belle équipe à ce niveau-là. Fait que je suis bien content. Mais sinon, tu sais, je dirais mon défi numéro 1, c'est d'essayer de reprendre le concept de Blaise, de Yves, comment il l'organisait, de le mettre sur papier, d'optimiser finalement qu'est-ce qui était déjà fait pour que à l'interne on ait un événement qui soit rodé, qui soit solide pour après ça pouvoir grandir. C'est mon défi numéro 1. Okay. Je comprends que c'était fait par Yves, par Blaise, toute l'info était dans leur tête, puis là tout arrive, c'est la première fois qu'il y a une genre de passation de ces pouvoirs là. Puis là, faut comme que tu ailles chercher toute l'info qu'il y a dans leur tête puis que tu la mettes sur papier, que tu standardises un peu là. Bon il y avait quand même du papier là. Oui, OK. Ça, oui, la trail, ça peut avoir l'air un peu broche à foin de temps en temps. Il y avait quand même du papier, mais il va y avoir un petit peu plus de papier que ça pour moi. Tu sais, moi, en tant que personne, j'aime ça quand que c'est écrit sur papier, quand j'ai plus des procédures sur lesquelles je peux me fier là. Fait que c'est ça, tu sais, là, ça va aider. Mais je suis bien confiant là pour les années futures là, qu'on va pouvoir encore plus grandir. Tu sais, déjà là on a plusieurs nouveautés cette année là, une nouvelle distance, nouveau partenariat avec Noctem justement. C'est quand même très cool grâce à toi. Écoute, tu m'ouvres la porte. Les gens qui aiment la bière Noctem, les gens qui m'entendent en parler depuis 18 mois, je pense que le partenariat dure avec le podcast. Là, à la ligne d'arrivée, ça va être de la Noctem. Ouais, monsieur. C'est très cool ça. Ouais, une Calaca citron ou sinon une bière sans alcool. Je pense que c'est le Calaca sans alcool. Ça existe-tu, ça?
C'est Calaca 0. Fait que, c'est ça. Fait que, pour chacun des participants, l'année passée, on a fait l'erreur de le donner pour le 20, 30, 50. Oh! On se l'est fait dire. Fait que, j'ai dit, écoute, on va essayer d'en donner à tout le monde qui est majeur, qui finit la course. Idéalement, ouais, ça, c'est le défi. Je pense que ça devrait être pas pire, à ce niveau-là, mais je suis vraiment content. Ça va être un beau partenariat. Les gars sont vraiment simples à travailler avec, puis ils sont très willing. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Très, très cool. Là, comme coureur, tu parcours ces sentiers-là. Comme souffleur, en ce moment, tu les souffles en masse. C'est quoi ta section coup de cœur sur l'ensemble de la boucle de la clinique du coureur? Peu importe la distance. Écoute, mon coup de cœur, c'est aussi mon cauchemar. Hein. C'est le Maelstrom. Ouais. C'est le Maelstrom. Mettons, à la fin du Maelstrom, pour ceux qui l'ont déjà fait, t'arrives sur le bord de des falaises, tu peux voir le fleuve, puis tu peux voir quasiment Sainte-Brigitte de Laval puis tout, là. Vraiment beau coin. J'aimerais ça qu'il y ait un photographe qui puisse prendre le monde en photo là-dedans, mais tu sais, c'est vraiment beau, tu sais, sur le bord de la falaise, il y a un gros cap de roche, c'est vraiment hot, là. C'est vrai que c'est magnifique, puis c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans l'épisode à cette question-là, c'est le Maelstrom. Mais il faut s'y rendre, c'est ça l'affaire. Mais en même temps, l'avantage qui soit aussi technique et difficile, c'est que t'avances tranquillement. Donc, tu peux plus profiter des paysages. De chaque pas, maudit, ouais. Je te garantis. Je te garantis. C'est quoi les ambitions pour la course? Tu disais tantôt, là, cette année, je suis là pour standardiser un peu les pratiques, pour qu'après ça, on puisse, je sais pas si tu dis grandir, mais en tout cas, puisse poursuivre la mission de l'organisation. Ouais. C'est quoi les ambitions? Est-ce que tu as le droit de nous révéler? Hein? Ben, c'est une bonne question. Ben, tu sais, il y en a probablement qui l'ont déjà vu passer, le premier trail à Iten. Fait que, tu sais, ça, c'est comme, on va dire, une excroissance, on peut dire, de l'OBNL, trail de la clinique du coureur. Fait que, avoir un trail à Iten, mais au niveau du trail de la clinique du coureur. Juste pour les gens qui savent pas ce qu'est Iten, veux-tu nous l'expliquer? Ouais. Moi, je le sais, mais... Ben, en fait, la clinique du coureur font des genres de stages, une expérience 3.0 puis des camps d'entraînement au Kenya. Puis depuis cette année, depuis 2024, il y a un trail qui est organisé, un 25 km à Iten. Fait que tu cours avec tous les Kenyans qui sont plus un petit peu spécialisés en trail. C'est quand même vraiment malade, là. Assuré de perdre, là, c'est sûr, là, mais c'est vraiment cool. Puis tu sais, c'est précédé par un beau camp d'entraînement pour les professionnels de la santé. Ça peut être une belle occasion aussi d'aller parfaire ses connaissances à l'étranger. Puis c'est un tout autre monde, là, la Terre Rouge. Je suis pas encore allé, là. Ouais. J'en ai entendu parler pas mal, mais c'est un tout autre monde. Fait que je pense que ça va être vraiment une belle occasion pour les amateurs de trail. On sait que, en tout cas, de ce que j'observe, moi, les gens tendent à vouloir aller essayer des trails à l'extérieur, un peu comme toi qui s'en va faire couvrir la Hard Rock. Il y a plein de coureurs qui vont faire des courses en Afrique du Sud, à Madère, peu importe. Il y en a là-bas, là. Ouais, il y en a une couple, là. Fait que c'est ça, tu sais, ça va être vraiment cool comme trail. On va essayer de le faire grossir. Mais sinon, au niveau du trail de la clinique du coureur, l'année prochaine, nous autres, on s'est équipés en pancarte avec un coureur orange, là, pour faire le trail complètement à l'envers. Oh! Fait que, une édition reverse. Fait que je le dis au micro là, comme ça on va être obligé de le faire, ça va être parfait. J'adore, on a une trace, fait que ça, à un moment donné, le projet de la difficulté, je te sortirai la cote pour l'utiliser. Exactement. Je trouve ça vraiment drôle parce que aujourd'hui, même ce matin, on dirait que c'était arrangé avec le gars des vues. Je me suis ramassé d'entrer de la clinique du coureur quand je pars de chez nous. Puis je me suis dit c'est donc bien drôle parce que je le connais vraiment d'un sens là, pour l'avoir fait plusieurs fois en off ou à l'événement. Puis là j'étais complètement à l'opposé, j'étais juste l'autre sens dans le fond. Puis je reconnaissais rien. Tu te dis OK, on est rendu là, puis il y a vraiment de quoi de le fun. Ceux qui sont habitués de passer sur les mêmes sentiers, t'es fait à l'envers dans l'autre sens, puis il y a des sections qui sont complètement différentes que tu vois pas venir pantoute, puis c'est plus la même course. Non, c'est ça. C'est la même course, c'est juste j'ai hâte de voir là, mais tu sais pour le monde qui va faire le 50 km, qui vont commencer au Maelstrom, dans le Maelstrom à 10 km. Ça risque d'être intéressant. Peut-être que ça va être une bonne affaire. Ouais, c'est ça, t'as des jambes fraîches quand même, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais, ouais, fait que tu sais, ça, c'est vraiment un projet que j'aimerais amener pour 2025. OK. Peut-être en 2026, j'aimerais ça ouvrir la porte, l'ouvrir sur 2 jours, finalement. Okay. Fait que faire un plus gros party, ouvrir la saison, tu sais, encore plus gros. Fait que peut-être que, par exemple, j'ai pas on jase, là. Mais tu sais, peut-être qu'on pourrait faire une journée dans le sens horaire, une journée dans le sens anti-horaire. T'sais, notre but, c'est de vraiment baliser les sentiers
à l'année de toutes des deux bords pour que le monde puisse se pratiquer. Là. Ça, c'est une belle richesse d'avoir des parcours qui sont balisés à l'année. Il y a d'autres événements qui le font aussi. Là. Ouais. À date, Jean, je fais juste... veux-tu venir? Non. C'est ça. Mais c'est le fun, les événements qui peuvent baliser certaines sections ou toutes les sections à l'année, parce que pour les coureurs, t'as l'événement une fois dans l'année, mais c'est une richesse de pouvoir aller te stationner au saisonnier, partir, puis suivre les pancartes comme si c'était une course organisée. Il manque juste les ravitaux, là. Absolument. Ça demande une belle collaboration aussi avec les propriétaires. C'était ma prochaine question, c'est qu'il y a beaucoup de terrains privés dans ce coin-là. Il y a beaucoup... tu sais, sur un parcours de 50 km, vous avez environ combien d'autorisations individuelles à aller chercher? Autorisation individuelle, à peu près 200. À peu près Aïe aïe. Ouais. Bon, ok. Il y en a quand même que il y a plusieurs propriétaires qui ont deux lots, mettons, là. Ouais. On peut arrondir à 170, à peu près, là. Ok. Mais quand même, c'est 170 personnes à aller rencontrer pour être sûr de, je peux-tu toujours passer sur le 14 mètres qu'on fait sur ton terrain? C'est un beau chantier, là. Tu sais, probablement que on t'utilise, là, mais tu sais, avec des 100 km et des grandes distances, ça doit être assez difficile. Ouais. Je dirais que c'est plus facile quand on est sur des terrains de la municipalité, des terrains de gouvernement. C'est plus facile, mais c'est sûr que aller entretenir une relation avec 200 propriétaires à peu près, c'est pas une chose qui est évidente. Là. Même si je voulais les appeler pour leur parler un à un, là, ça serait c'est long. Fait que on essaie d'établir des moyens de communication privilégiés avec les propriétaires, courriel, l'envoyer une lettre directement, et aussi gérer le changement de propriétaire dans les sentiers. Fait que c'est un beau challenge, si on peut dire, à chaque année. Puis évidemment, il y en a certains qui préfèrent qu'on passe pas parce que il y a certains enjeux de motocross, des affaires de même qui veulent pas qu'on passe à l'année, puis c'est tout à fait correct là. Ouais, puis c'est parce qu'il y a de l'abus avec les années, puis c'est rare que c'est les randonneurs puis les coureurs qui abusent dans le sens où il y a le leave no trace, mais au-delà de tout ça, avec nos pieds, c'est dur de briser les sentiers dans la saison où on peut courir. Ouais. Mais récemment, l'été passé, j'ai vu du monde passer sur les 3 sommets, qui est une section on a perdu certains accès comme coureur dans la vie de tous les jours, mais aussi au trait de la clinique du coureur qui passait par là. Ouais. J'ai croisé des motocross qui s'en allaient vers là. Tu dis, là, le gang, c'est un single track, tu montes une rivière en motocross. C'est sûr que ça nous aide pas beaucoup, mais regarde, ça c'est le partage du territoire. C'est un enjeu, mais je suis quand même content. C'est vraiment la grosse majorité des propriétaires qui sont super pour ça. Ben oui. Il y aurait aucun problème à ce qu'on laisse nos pancartes à l'année, puis qui sont même eux-mêmes des utilisateurs des sentiers. Okay. Fait que c'est une belle collaboration. Ok, très cool. Ben, merci beaucoup, ça donne le goût. En tout cas, ça fait juste sentir un peu de faux mots à l'intérieur quand tu peux pas le faire. Je sais pas s'il y en a d'autres ici qui le font pas cette année, qui se sentent comme moi. Je suis un peu comme toi, je peux pas le faire. Là. Ben voilà, je me sens moins mal. Cours à gauche puis à droite. Là. Y en a-tu ici qui vont être là au trait de la clinique du coureur? Ouais, très cool. Cool, super. Simon, ça a vraiment été le fun de jaser avec toi, de découvrir ce métier-là qui est plus dans l'ombre, que j'avais mis un peu en lumière avec Jean. On a parlé de cette job-là quand même quelques fois. J'ai eu plusieurs directeurs de course à travers le temps, mais c'est toujours le fun de découvrir l'événement du côté coureur, mais aussi du côté des organisateurs, de l'équipe derrière qui doit penser à plein d'affaires qu'on pense pas qu'ils doivent penser. Genre parler à 175 personnes. Ouais. C'est quand même un bon défi. C'est sûr que, en effet. Tu sais, quand je me ramasse sur QMT ou sur Arcana ou sur peu importe quelle autre course au Québec, mettons que je regarde la course d'un autre. Ouais, c'est ça. Les speakers fonctionnent-ils comme faut? Il y a tout le côté logistique. Je me rappelle de Marlène, je sais pas si elle l'avait raconté au podcast ou dans une discussion, mais elle disait que chaque fois qu'elle faisait une course à l'international ou même au Québec, que c'était impossible de juste faire la course puis juste courir d'un ravito à un autre puis gérer sa course. Elle est toujours en train d'observer puis de regarder puis c'était une déformation professionnelle, j'ai l'impression. Quand t'as l'événement à cœur, tu veux prendre des notes un peu partout de qu'est-ce qui semble cool, qu'est-ce que tu penses qui pourrait ajouter une plus-value à ton événement. Puis écoute, je pense que c'est au bénéfice des coureurs. Ah oui, exactement. C'est les coureuses qui en ressortent gagnants, ça c'est certain. Un gros merci, Simon. Merci, Anne. C'est ce qui clôt cet épisode spécial Trail de la clinique du coureur. On a reçu plusieurs athlètes. On termine avec toi. T'étais comme la cerise sur le Sunday. Mais moi, dans tous les cas, je pense que je suis un bon ambassadeur pour la course. J'ai pas besoin de vous le répéter une énième fois, mais j'adore ces sentiers, j'adore cette organisation. C'est vraiment un beau moment pour commencer la saison. En tout cas, pour les premiers mois, les premières semaines de la saison. Une fois que les trails sont ouvertes, de cette course-là, c'est une belle façon de se mettre en jambe, de se mettre un premier défi tôt dans la saison, mais ça peut permettre de se mettre un objectif qui fait que quand en février, mars, la motivation est moins là, quand les sentiers ferment, là, tu te dis, je vais aller faire de l'asphalte puis du chemin de gravel. Quand t'as le trail de la clinique du coureur le 5, 6, 7 juin, comme ça, en début d'année,
ça te botte le cul d'habitude pour aller le faire. C'est une bonne motivation, ouais, c'est ça. Fait qu'un gros merci à toi, à la Clinique du coureur. Puis comme d'habitude, je termine en remerciant Noctem qui nous accueille aujourd'hui et qui est aussi maintenant le partenaire de bière de la Clinique du coureur. Cheers! Cheers! On va faire un cheers à tout le monde. On l'avait pas encore fait dans l'épisode. Cheers! Santé! Merci à tout le monde d'être là. NAC aussi qui est le partenaire principal du podcast, Capic 1. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Et voilà, gang! Merci.